Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole pour vous présenter votre parcours, ce que vous aimez dans le jeu de rôle, qu'est-ce qui vous amène, voilà. Vanessa, honneur aux dames. Ah, voilà. Alors, donc, moi, je suis enchantée déjà de faire partie du programme avec toi, Thomas. Donc, moi, je suis spécialiste d'interaction sociale. C'est large, et c'est fait exprès parce que j'ai beaucoup de passion. Et donc, plus concrètement, je conçois et je conseille, j'accompagne les projets d'entreprise en fait en amenant une touche ludique, en gros. Donc, c'est souvent dans la ludopédagogie, la formation en entreprise pour du team building, des séances d'idéation, d'intelligence collective. Et je me sers de mon expérience du jeu personnelle pour l'emmener en entreprise. Donc, actionner les mêmes leviers, utiliser les mécaniques, apporter l'état d'esprit, tout ça, tout ça. Tout un programme. Absolument. Bonjour, merci de votre confiance. Merci à la Fédé d'avoir fait appel à nous, d'avoir pensé à nous. Mon nom est Thomas Laboré. Je joue depuis 40 ans, puisque j'ai commencé en 81, Gloops. Je possède et j'ai mené et joué à peu près tout ce qui a été publié jusqu'en 2007. Après, j'ai plus été exhaustif parce qu'il y a un moment où j'ai un problème de mètre carré et un peu de budget aussi. J'ai été à l'initiative du collectif Imaginez.net, qui a été un des premiers collectifs qui réfléchissait sur, mais finalement, pourquoi le jeu de rôle il a cette place un peu particulière dans la galaxie ludique. Qu'est-ce qu'on aime dans ce jeu qui prend un temps fou, un fric fou, une place folle, et où on est universellement considéré comme des tarés. Bref, pourquoi le jeu de rôle, c'est bien. Et puis, j'ai fait 2 mandats de président de la Fédération française de jeux de rôle qui nous fait l'honneur de nous accueillir, à l'issue de quoi je suis président d'honneur. Ça ne correspond à rien, mais ça fait classe sur une carte de visite. Et par ailleurs, j'ai fait toute ma carrière dans le civil, indépendamment du jeu de rôle. Ouais, j'ai publié, co-publié une dizaine de jeux de rôle amateurs, donc gratuits en téléchargement sur le web si vous voulez vous amuser. Et donc, à part ça, dans le civil, quand je lance pas de dés, je suis consultant en management. J'ai fait plein de cabinets divers et variés. Et il y a 7 ans, j'ai monté le mien qui s'appelle Blooming Partners et qui fait de l'innovation managériale. En gros, ce qu'on dit, c'est la société est en train de changer profondément. Ça devrait affecter aussi les entreprises. Ça ne les affecte pas autant qu'on pourrait le penser. Comment on fait pour utiliser les modèles émergents de management et les technologies rigolotes et originales pour créer un monde de l'entreprise plus humaniste? Voilà, ça c'est la proposition de valeur. Et alors du coup, un peu comme tout ce que décrivait très bien Vanessa il y a 2 minutes, comme on est tous un peu rôlistes, on s'est dit mais il y a plein de trucs à faire avec le jeu de rôle pour appuyer ces transformations du management, à la fois parce que ça va être ma thèse, donc je la spoil un peu. Jeu de rôle et management, c'est vachement cousin en termes de processus mentaux, première chose. Et deuxième chose, bah pareil, comme Vanessa l'a très bien décrit, il y a plein d'outils qu'on met en œuvre pendant les parties de jeu de rôle qui sont complètement transposables pour faire des activités qui vont permettre de résoudre une situation de crise, fédérer une équipe, réembarquer des collaborateurs qui ont un peu lâché la barre, etc., etc. On peut très activement utiliser le jeu de rôle comme outil de management en entreprise. Donc moi, j'ai un peu les deux volets. Manager, manageuse, vous faites du jeu de rôle sans le savoir. Et puis, si on le fait en le sachant, on peut faire plein de choses avec du jeu de rôle en entreprise qui vont, selon nous, avoir des vertus pour que ce soit un monde moins prédateur. Je sens que ça va être intense, cette conférence. Effectivement, il y a plein de choses à dire, mais moi j'ai envie de dire plein de trucs, mais je vais m'abstenir puisque c'est à vous la parole d'abord. Du coup, quelle est votre approche, qu'est-ce qui vous a conduit à faire converger un petit peu cette notion de jeu de rôle, management, alors que vous l'avez déjà fortement constaté, c'est qu'il y a vraiment un point de vue différent de la part du public loisir qui voit le JDR comme quelque chose qui est vraiment fait pour s'amuser et qui n'a pas vraiment de management. Enfin, il y en a, ils voient même pas le rapport entre les deux. Et puis, d'un autre côté, les entreprises qui s'intéressent de plus en plus, même s'il y avait déjà une notion de jeu de rôle, même s'ils ne l'appelaient pas forcément comme ça à l'époque, peut-être ils appelaient ça team building, peut-être ils appelaient ça icebreaker, on ne sait pas, mais ce sera à vous de nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à faire converger un petit peu ces deux notions par rapport à votre parcours et votre expérience personnelle du jeu de rôle? Vanessa, ouvre le feu. En fait, moi, c'est à vrai dire par passion d'abord et par challenge, en fait.
parce qu'au début, justement, je n'étais pas sûre de vouloir l'amener. On en a parlé avec Thomas, justement, c'était une question pour moi, parce que justement, bon là, je ne l'ai pas trop dit, j'ai dit que j'étais une joueuse en général, mais c'est vrai que moi, je suis une joueuse vraiment geek et passionnée, voire presque puriste. Donc, du coup, je sais que je suis dure à convaincre, comme beaucoup de joueurs, sur l'intérêt de l'amener en entreprise et surtout, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'on ne va pas le dénaturer? Comment on peut faire en fait pour ne pas le dénaturer, pour que ça reste quelque chose d'un peu libre, de souvent, enfin en tout cas moi ma vision c'est que l'improvisation doit rester relativement libre, surtout en termes de timing. Tout ça on pourra développer plus tard, mais il y a quand même des freins à l'amener en entreprise, en fait des contraintes que normalement entre potes t'as pas. Et là en entreprise, si jamais dès que tu vas proposer une solution avec un jeu de rôle, que ce soit pour n'importe quelle problématique, tu t'exposes quand même en face de toi. Les gens vont dire ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure. Déjà là, tu es déjà avec la goutte qui coule, tu vois, parce que tu dis comment je vais faire là. Et presque, tu as envie de dire non. Donc pour moi, c'était vraiment un challenge d'abord de me dire est-ce que c'est possible. Au début, j'ai carrément dit non. Ensuite, je me suis dit, OK, bon, j'aime pas dire non parce que j'aime cette passion. J'amène déjà ma passion du jeu ailleurs. Pourquoi pas le jeu de rôle? Moi, j'avais justement pas commencé par le jeu de rôle. C'était plus par des jeux de plateau, de cartes, etc. Et je me dis, OK, en fait, j'ai pas envie de dire non, ça m'énerve, c'est un challenge, je vais dire oui. Mais maintenant, OK, j'ai combien de temps? J'ai 2 heures. Bon, OK, j'ai 2 heures. Je me suis dit, finalement, j'ai réussi à le faire tenir sur Roll20 avec un truc un peu scénarisé, certes, mais ça reste du jeu de rôle quand même, quoi. Tu vois, les gens ont des choix, voilà. Et après, j'ai même réussi, après moi-même, à me dire, je m'impose ce challenge de le faire tenir en une demi-heure, voire en un quart d'heure. Et c'est pas forcément du jeu de rôle, évidemment, en mode on va faire une partie de toute une nuit avec mes pizzas et mes bières, voilà, jusqu'à plus soif. Mais c'est cadré, plus cadré. Mais n'empêche que à partir du moment où les gens jouent un rôle, qu'ils sont rentrés dans une impro, qu'ils ont fait tomber des barrières, etc. Moi, c'est ça qui m'a donné envie, c'est que d'un seul coup, tu as le patron qui peut taper dans le dos du stagiaire parce qu'en fait, c'est 2 orques, par exemple. Bon, bah là, tu vois pas ton patron de la même manière. Moi, c'est ça qui m'a donné envie, c'est de me dire, après tout, il y a des choses à amener avec le jeu de rôle, mais je veux surtout pas le dénaturer. Qu'on me dise après, ah non, mais c'est pas du jeu de rôle, moi, je veux pas ça, parce que justement, j'adore et je voulais pas ça. Tu vois, c'est comme une puriste de, je sais pas, si j'ai dénaturé Chopin parce que je suis une joueuse de piano et que tu me dis, tu l'as massacré, là, bah, ça va me faire pareil. Donc pour moi, c'était super important que les gens, même s'il y a un rôliste en gros à la table du consultant, ben lui, ils se disent pas oh là là, n'importe quoi, c'est pas du jeu de rôle. Donc j'essaye en fait, je marche sur des œufs. Je marche sur des œufs, mais franchement, j'essaye d'amener l'état d'esprit et je pense que c'est ça l'essentiel quand même. Je pense que c'est pas forcément, effectivement, pour moi, c'est pas jeter des dés, quoi, le jeu de rôle. Moi, j'adore remplir mes fiches de perso, mes fiches de perso et tout. Mais j'essaye de me dire, il y a plusieurs degrés finalement de jeu de rôle. Tu as des jeux de rôle sans dés, tu as des jeux de rôle sans. Voilà, ben, finalement, je me dis, on peut utiliser ça un peu comme en tout cas, à plusieurs degrés, quoi. Mais tu as eu envie de l'amener dans le monde de l'entreprise premièrement, parce qu'on t'a formulé la demande, c'est ça? Oui, déjà, on m'a formulé la demande et moi, je voyais les avantages. Je me disais, c'est quand même génial. Et j'amenais déjà plein d'autres jeux. Donc, je me dis, finalement, j'ai envie d'amener ça aussi. Mais c'est vrai que je voyais au début beaucoup de contraintes, quoi. Tu te demandes comment tu vas répondre. Tu te dis, tu ne vas pas pouvoir mettre des consultants comme ça, avec une fiche de perso compliquée, des situations compliquées. Il y en a qui voient ça très, très geek, en mode, est-ce que je vais être obligée de jouer à Zelda avec ma petite épée et ça peut être des personnes qui même n'iraient même pas voir Le Seigneur des Anneaux ou Dune au cinéma. Donc pour eux, là, ça peut être, il faut voir qu'en entreprise, ça peut être imposé, cette activité. Donc là, la personne... moi, je vois ma mère, elle va pas voir Dune au cinéma. Si en plus tu lui dis tu joues Zelda, elle est pas bien. Ça va pas, quoi. Donc vraiment, je me dis c'est un public non acquis. En fait, faut faire super attention. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est le challenge. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'envie de défi, le fait de tenter quelque chose surtout qui est par pas rapport simple. à tout ce que ça peut leur apporter, quoi. Voilà. Ouais. Alors, je vous interromps 2 secondes. Ouais, j'ai vu le message. Ouais. Xavier, est-ce que le lien qui est actuellement présent sur le site internet, le lien Zoom, qu'il y a sur Roll20, les conférences là, est-ce que c'est le bon?
Ou est-ce que c'est celui-là qui est mauvais? Comment tu as fait pour avoir le bon lien? Oui, parce qu'après, nous, il nous avait dit qu'on était en salle. On a reçu un mail comme quoi on était en salle 17 plutôt que 16. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport. Parce que faut que je retrouve, attends. On est le 12 et il est 16h. Donc, il faut que j'aille 12-16h. Jeu de rôle et management. En fait, Ce que dit il y Xavier, a... c'est que si on clique sur ce lien-là, on va sur Atypie et handicap et pas sur jeu de rôle et management. Et que le bon lien, c'est celui qui est sur Discord et pas celui qui est sur le site Roll20. Ah putain. Ah ouais, mince. Merci Xavier de ton œil de lynx. Oui, c'est déjà que... Peut-être on peut mettre Enfer de ouf. changer le lien peut-être sur le site. Nous, comme Dragan nous avait envoyé un lien en direct, on a cliqué dessus comme des chacals, on est des gros privilégiés et on n'a pas fait gaffe en fait. Ah ouais. Ah bah merci Xavier. Heureusement que tu es là. Non, mais c'est vrai que nous, en tout cas, tu as eu Thomas aussi un mail qui changeait de salle, non? Tout à fait. Ouais. Et là, je ne sais pas si on est en 16 ou 17, mais En tout cas, c'est la bonne puisque Diane était avec nous dès le début. c'est ça. Donc, tu es en train de dire que le lien actuel, quand on clique dessus sur le site internet, ça mène vers quelle conférence? Atypie et handicap. C'est ça qu'il a écrit dans le chat. Bah, en même temps, elle est finie, la conférence Atypie et handicap. Oui, mais Donc, du coup, ça c'est la pointe même vers salle. Mais elle est peut-être dans une autre salle. Donc peut-être que tu arrives dans une salle vide en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette le lien sur cette Ah, salle vide. Peut-être, si on peut. d'accord. C'est ça, c'est ce que dit Xavier, elle est finie, mais c'est quand même pas le bon lien. C'est pas un lien qui amène à la salle où on est tous les deux. Oh, l'enfer. Ouais. Mais c'est aussi ça, les aléas du direct. Putain, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent dans une salle. C'est pas grave, on peut peut-être attendre un petit peu le temps que. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un message dans cette salle de redirection ou... Non, parce que le problème, c'est que ça va s'effacer, non? Ah, dans le chat, je sais pas, oui. Quand les gens ils arrivent, je sais pas Ah oui, non, s'ils je sais voient les pas s'ils voient messages. les chats d'avant. Parce que Non, ouais, ils ne voient pas. j'avais envie de dire ça, ouais, dans ATP et handicap, tu Oui. mets ça dans le chat et puis ils ont qu'à cliquer. Mais ouais, s'ils ne le voient pas parce qu'ils arrivent après le message. Oh, mais il faut que je le dise tout de suite, là. Parce que je trouve que c'est bizarre qu'on n'était que nous, tu vois. En général, Ça on a entre m'étonnait. 15 et 30 personnes par conférence. Comment là, il n'y a personne, c'est pas possible. Tu vois. Il faut peut-être que. Ouais, nous, on a une salle piégée. Il faut trouver l'accès. C'est un escape game, rien que de nous trouver. Et c'est Xavier qui a gagné. Et Stéphane en deuxième. Mais Est-ce lui, que il tu triche. peux, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre dans la conversation la bonne URL pour conférence management, l'URL direct du salon Zoom dans lequel on est là? Parce que moi, je me suis pas connectée avec le même lien que vous en tant que modo, donc j'ai pas le lien que vous devez avoir. On voit ça tout de suite. Xavier, il a peut-être le lien, lui. Du coup. Il nous faudrait le lien de l'autre. Ouais. Ah yes, merci Stéphane. Ouais, c'est celui-là. Donc ça, c'est censé être sur le site, mais malheureusement, il n'y est pas sur le site. Donc je vais Ça, le c'est mettre celui avec lequel partout. moi je me suis connecté et Vanessa était dans le même message, donc j'imagine qu'elle a utilisé. Ouais. D'accord. Bah, je vous laisse poursuivre la conférence qui était qu'est-ce qui vous a amené à faire du management en utilisant le JDR. Et en attendant, je fais plein d'annonces partout. Tu as les droits pour modifier sur le site le lien? Moi, je peux pas modifier, c'est pas moi qui ai accès au site internet. Magnifique. Ok, Mais bon, je vais le dire à Laurent, genre. Ouais, on va je vais le faire de continuer suite. du coup. Ouais. Déjà, il y a le bon sur Discord, a priori. Il faudrait passer par Discord, ouais, c'est ça. Et ben Thomas, peut-être que Xavier toi, disait message, faire une annonce sur Discord et sur Facebook et il a raison. Ouais, je suis en train. Mais je vous laisse poursuivre comme ça. Je suis con, d'ailleurs, j'aurais dû mettre le lien sur mon annonce LinkedIn, je suis débile. Bon, c'est pas très grave. Bon, merci en tout cas, bon courage. Moi, j'ai mis le lien du site. Je m'attelle à la tâche. Ouais, moi, pareil, j'ai mis le lien sur Roll20, mais j'ai pas C'est ça, moi aussi.
Oups. Bon, non, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout avec Vanessa. Donc, c'est pendant la préparation qu'on s'est découvert. Et j'ai été très sensible au fait que tu insistais beaucoup sur ce côté puriste, en disant, mais moi, j'ai pas envie d'aller vendre un truc en mettant une grosse étiquette jeu de rôle dessus, alors que j'ai profondément le sentiment que ça n'en est pas, aux Oui, entreprises, pour pas donner une image déformée du loisir, pour pas que les gens qui connaissent le jeu de rôle, et il y en a un paxon en entreprise, disent, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cette oui, traîtresse. oui, c'est ça. Tu peux pas faire ça. Moralement, tu peux pas, quoi. Donc, c'est vachement compliqué parce que, comme tu le disais, on aurait tendance à dire jeu de rôle management, c'est les cornichons et la confiture de fraises. Ça va pas ensemble. Le jeu de rôle, c'est un truc plutôt pour jeunes ou pour jeunes prolongés un peu geek. C'est sans conséquence, c'est non compétitif, c'est de la déconne, c'est du délire, mais c'est aussi un gros investissement personnel, c'est un loisir, etc. Le management, c'est sérieux, il y a des enjeux, il y a du pognon, il y a des sciences humaines derrière, c'est un truc voilà, sérieux, adulte, costard-cravate, c'est pas ça du tout. Il y a aussi un petit côté chez les rôlistes un peu facilement contestataire, prof, gilet jaune, gauchiste breton, etc. Alors que le management, c'est plutôt, on a un joli brushing, des jolis boutons de manchette, et on ne s'abaisse pas à ce genre de truc de geek, un peu con, un peu méprisant. On pourrait penser que c'est complètement différent. Et en fait, moi, je trouve pas du tout. C'est un des premiers trucs qui m'ont frappé quand j'ai commencé à expliquer ce que je faisais quand j'étais gamin et que je jouais au jeu de rôle. J'étais face à des gens pour qui jeu, ça voulait dire quelque chose, rôle, ça voulait dire quelque chose, jeu de rôle, ça voulait dire quelque chose, et ce n'était pas du tout ce que moi je vivais. Et puis après, j'ai commis l'erreur de faire du conseil en management comme métier. Et donc, pareil, j'étais confronté à des gens pour qui conseil, ça voulait dire un truc, management, ça voulait dire un truc, conseil en management, ça voulait dire un truc, et ce n'était pas du tout ce que je vivais. Et donc, finalement, j'ai eu une expérience assez proche où, quand tu dis jeu de rôle ou quand tu dis conseil en management, tout le monde croit qu'il en a entendu parler, mais très peu de gens savent ce que c'est. Même les gens qui pratiquent ont un mal de chien à se mettre d'accord sur une définition. De toute façon, ce n'est pas régulé. Il y a 36 000 définitions qui cohabitent, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prouver que la mienne n'est pas bonne, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément un mal. Les gens qui ne pratiquent pas ont un peu le sentiment que c'est quelque chose d'un peu, un peu cérébral, un peu perché, un peu, oula, voire du coup peut-être un peu prétentieux. Mais en même temps, assez facile à mépriser. Ouais, le management, c'est que du vent. Ouais, le jeu de rôle, c'est pour les adolescents prolongés. Donc, en fait, il y a plein de choses similaires. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que finalement, quand j'expliquais l'un, quand j'expliquais l'autre, je passais toujours par à peu près les mêmes étapes qui sont pour moi un cycle. Et ce cycle, c'est le suivant. Il y a quelqu'un, si tu es consultant, c'est ton client, si tu es joueur de rôle, c'est ton meneur, qui te dit, il y a telle situation. Et tu sais que cette situation, elle est tronquée. Et il te dit, voilà, un homme rentre dans l'auberge. Nous avons un problème avec notre proposition de valeur employeur. Mais le mec, il dit ça, il n'a pas défini avec toi les mots, il va trop vite, tu n'as pas toute l'information. Face à ça, tu dois, ou plutôt au travers de ton personnage, tu dois, ton personnage à travers toi doit, et en conseil en management aussi, c'est un personnage. C'est pas Thomas Laboré qui va résoudre les problèmes des entreprises. C'est Thomas Laboré en tant que président de Blooming Partners, associé fondateur, machin truc. Donc, je dois incarner une certaine légitimité professionnelle, employer le bon vocabulaire et tout. Bon. Donc, première phase du cycle, c'est ça. On te balance une déclaration dont tu sais qu'elle est incomplète, dont tu sais qu'elle est orientée, et tu dois, en incarnant ton personnage, l'interpréter. Donc ça, c'est la première phase du cycle, c'est la phase de lucidité. On me dit des trucs, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je les reçois? Comment je complète? Comment je croise avec d'autres sources d'informations? Comment je me forge une conviction sur quelle est vraiment la situation? Et donc, quand tu es rôliste, tu poses des questions au meneur. Oui, mais attends, il est de quel côté? Est-ce que j'ai une arme à proximité? Où est la plus proche fenêtre? Est-ce que tes sorts sont prêts? Quand tu es consultant, c'est pareil. Ah bon? Vous dites que vous avez un turnover beaucoup plus faible que vos concurrents. Ah bon, c'est formidable. Mais vous l'avez mesuré récemment? Par quelle méthode? Vous l'avez comparé à vos concurrents? C'est qui vos concurrents? C'est pareil. Phase de lucidité. À la fin de la phase de lucidité, on croit qu'on a compris dans quelle situation on est. Et on sait qu'il y a 2 chances sur 5 qu'on se gourre. Mais il faut bien y aller parce que le temps tourne, le budget de la mission est bouffé quand on est consultant, et puis le tour de table tourne quand on est rôliste. Donc, il y a un moment, il faut prendre une décision. On passe à la phase 2, c'est la phase d'ingéniosité. Compte tenu de cette situation que je pense avoir compris, c'est quoi tout le champ des possibles des trucs qu'on peut faire?
Et là-dedans, qu'est-ce que en fait je décide de faire parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. Oui, mais si je fais ça, ça flingue le scénar. Oui, mais si je fais ça, ça met son perso dans la merde. Oui, mais si je fais ça, ça met tel NPC dans la merde. Oui, mais si je fais ça, j'ai 2% de chance de le réussir sur ma feuille de perso, ou je ne vais pas le faire en fait. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Oui, mais si on fait ça, ils n'auront jamais le budget. Oui, mais si on fait ça, ils nous ont dit qu'ils ont déjà essayé et que ça n'a pas marché. Problème de maturité, ils ne voudront pas. Ça, oui, mais ça donne des résultats dans trop longtemps. Ça donne des résultats qu'on ne sait pas mesurer. Je ne peux pas leur recommander ça. À la fin de la phase d'ingéniosité, on a décidé qu'on allait essayer un truc. Et puis là, on va faire le jet de dés. On arrive donc à la troisième phase, la phase d'empathie. L'empathie, c'est quand tu essaies de voir le monde à travers les yeux des autres et quand tu essaies que les autres voient à peu près le monde comme toi. Donc, c'est un mélange de bien se mettre à la place des gens, dire pourquoi lui, il flippe, pourquoi elle ne me croit pas, pourquoi lui, c'est toi qui es joueuse de poker, pourquoi lui, c'est poker face, j'arrive pas du tout à comprendre ce qu'il a dans la tête. Je ne sais pas s'il me fait confiance, je ne sais pas si je l'influence, je ne sais pas s'il me prend pour un con, je ne sais pas. Mais c'est aussi savoir diffuser de l'information, des émotions, d'une manière où les gens vont vraiment la comprendre. Et ça, ben voilà, que tu sois rôliste ou que tu sois consultant, c'est pareil, tu interagis avec un groupe et il faut que le groupe soit solidaire de ce que tu fais, il faut que le meneur comprenne ce que tu fais, il faut que lui soit capable d'avoir suffisamment d'input pour dire tel NPC va réagir de telle façon, tel autre va réagir de telle autre façon, en fonction de ses compétences, etc. Donc, il faut que tu assures une unité mentale de toutes les parties prenantes concernées. Ça, c'est vachement dur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est absolument, selon moi, casse-gueule de faire du conseil en management tout seul. Même les gens qui sont freelance, bien souvent, ils se réunissent en équipe. C'est un métier que tu fais en équipe parce que tu as une complémentarité de compétences et notamment de savoir-être qui font de l'intelligence collective, qui font que pour la lucidité, comprendre la situation, pour l'ingéniosité, avoir plein d'idées, et pour l'empathie, comprendre ce qui se passe, tu as vraiment intérêt à le faire à plusieurs. Moi, il y a des trucs, je suis incapable de les faire seul. Et donc, ouais, tu as besoin d'un mec qui est plutôt le roublard, d'un mec qui est plutôt le baffeur, d'un mec qui est plutôt le guérisseur, d'un mec qui est plutôt le diplomate. Et puis, la dernière phase, c'est quand, une fois qu'on s'est tous mis d'accord et qu'on dit on va faire ça, bah, faut assumer les conséquences. C'est la phase de courage. Là, on fait le jet de dés et merde, c'est un fumble, où le meneur de jeu nous dit avec un fin sourire, oui, mais vous aviez oublié ce que j'avais dit il y a 2 rounds, où en fait, il y avait un mec qui était planqué derrière et du coup, il se prend la balle perdue et comme c'était un NPC important, vous êtes dans la merde. Ah putain, j'y avais pas pensé, je suis un vrai con, dommage pour moi. Voilà. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Oui, cher client, vous savez, on était parti sur l'idée que c'était un problème de système d'information. Pas du tout, c'est un problème de culture d'entreprise. Donc, on bosse chez vous depuis 5 semaines pour absolument rien, comme on fait contractuellement. Ou, toujours problème de courage, on a bien regardé, machin, il s'avère que le problème, c'est que vous avez un de vos sous-directeurs qui tape dans la caisse. Donc, c'est plus un problème de management à ce moment-là, c'est un problème de droit pénal. Mais ça a quand même un impact sur les équipes, ça a quand même un impact sur plein de trucs. Comment on fait? Ça, c'est la phase de courage. Et j'employais ce même cycle pour expliquer mon métier, pour expliquer mon loisir, les deux qui sont les deux trucs qui me prennent le plus clair de mon temps et le plus clair de mon budget dans ma vie. Et c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais c'est tellement évident la parenté entre les deux. Je pense que les rôlistes s'auto-censurent, n'osent pas aller en entreprise en pensant qu'ils vont passer pour des moutards. Je pense qu'en entreprise, les gens, et Dieu sait s'il y a un paquet de rôlistes, le jeu de rôle, il va fêter ses 50 ans. Il y a un paquet de rôlistes en entreprise, dont certains grands directeurs avec, comme moi, pas de cheveux gris, des lunettes et des costards cravates, et qui, en fait, passent leur nuit à tuer des gobelins à coup de dé. Mais ces mecs-là, ils n'osent pas en entreprise dire « Allez, pour résoudre notre problème, si on tuait des gobelins à coup de dé », parce qu'ils ont peur que les autres ne les croient pas. Donc moi, ma démarche, c'était simplement ça, c'était de dire « On va juste se détendre du slip, on va admettre que c'est la même chose, et on va aller tenir ce discours-là aux uns et aux autres, et puis on va bosser ensemble. » Du coup, on n'a plus de modérateuse parce que Madame Dessous est partie faire un truc un peu compliqué. Pas grave, elle a une enquête à mener. Mais c'est pas grave, on a encore plein de trucs à dire. Vanessa, reprends la parole, ça fait trop longtemps que je tiens Thomas, le crachoir. et vous me confirmez bien, vous êtes sûr que là où on est actuellement, là maintenant, tous maintenant, là, est-ce que c'est bien le salon Zoom, machin, AVD Z09? Ouais, c'est celui que Xavier a copié-collé et que j'ai copié-collé, c'est celui-là. D'accord, donc c'est bien celui-là. Ok, non mais c'est bon, je poursuis mon blabla avec les organisateurs. Courage, lâche rien. Courage. Oui, Thomas, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est rigolo parce que toi, en fait, tu as vraiment décortiqué, j'ai l'impression, après, en fait, tu as vraiment fait le rapprochement sur tout l'ensemble. Tu t'es dit, waouh, en fait, j'aime ces deux trucs. Enfin, c'est pas j'aime, mais c'est vraiment la même chose du début jusqu'à la fin. Alors que moi, au début, c'était plus, je me suis rendu compte que
ça m'aidait dans ma vie, moi, de jouer des jeux de rôle, de prendre des rôles, en fait. Ça m'aide parfois, ça m'aidait, en tout cas, quand j'étais pianiste, même enfant, que tu te retrouves face à des situations un peu comme ça, stressantes ou quoi. Je me suis déjà dit, je me mets dans ma bulle et c'est quelqu'un d'autre qui joue, c'est pas moi. Enfin, voilà, ce moment n'existe pas. Enfin, une manière un peu de partir dans un monde imaginaire très facilement, très jeune, moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé moi-même, le jeu de rôle dans ma vie, parce que j'ai joué pas si jeune, pas enfant, genre à 12 ans, mais bon, vers 18-20 ans, et j'ai joué très, très régulièrement à des jeux un peu de tout genre. Évidemment, donjon, tout ça, mais après, sur des trucs un peu, j'étais très jeu de rôle aussi, Croc, avec Ah, Innominé ah, Satanis, que j'ai la chance de connaître, Croc, du coup, sur Innominé Satanis et Magnus Veritas. Donc, je connais mon mari est maître du jeu depuis tout petit. Ça me fait penser à une partie que je t'ai racontée où très vite, en fait, c'est justement, on est des démons, hein, donc dans Innominé, et on est dans un avion. C'est le tout début de la partie où on doit arriver évidemment à un scénario. On n'aura jamais su lequel, parce que de toute façon, on a tellement foutu le boxon dans l'avion qu'il n'est jamais arrivé, cet avion, malheureusement. Bon, mais du coup, là, on va dire, cette partie, on en parle souvent maintenant parce que je me dis, voilà, quand tu as ton maître du jeu qui a préparé un truc, voilà, il a préparé son scénario, il a mis 3 heures et tout. Et puis, en fait, de toute façon, je sais pas, t'as tué le PNJ, ou c'est une catastrophe. Ben, on empêche, voilà, après, ça dépend des maîtres du jeu. T'en as qui vont carrément te dire, écoute, c'est pas grave, non, l'avion tombe pas et tu arrives là, et puis voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt en mode, moi, je suis vraiment pour la liberté totale. Donc, ça veut dire que si mes joueurs, ils partent en vrille, bah, tant pis, ils partent en vrille. Mais on va dire, la plupart du temps, quand tu n'as pas trop de trolls, entre guillemets, à ta table, c'est vrai que tu as des joueurs bienveillants qui veulent s'amuser entre eux. Normalement, ils vont avoir tendance à respecter ton scénario. Et je me dis de manière un peu subtile, tu peux essayer de les amener quand même à tes fins, tu vois, genre, t'es sûr que tu veux pas aller au château parce que la fille du roi va y passer là, ou alors personne n'a jamais réussi à la délivrer jusque toi. Et si vraiment ils y vont pas, je sais pas, mais la garde royale vient les chercher dans les bois, mais il y a toujours moyen, je me dis, d'arriver un peu à ces fins comme ça, mais j'aime bien quand ils restent vraiment super, super libres. Et juste, je pensais à ça par rapport à ce que tu disais, parce que moi, c'était vraiment une passion pour moi-même qui, du coup, m'a servi en fait en tant que maître du jeu et en tant que joueuse, moi, surtout beaucoup moi-même. Après ça, c'est vrai que j'ai vu finalement, ben, quand j'allais jouer du piano et que j'étais stressée, j'essayais de me dire, je suis dans un monde imaginaire où je joue ça. Et quand je jouais au poker aussi, à la base, moi, j'étais mère de famille à ce moment-là et pas forcément le profil avec 2 enfants, voilà, pianiste. Et d'un seul coup, je me retrouve à faire des tournois pro. Donc, il y a un moment où moi, ça m'était plus facile de me dire, ben, c'est pas grave, je mets mon costume de Kill Bill, c'est maman met son épée, son bouclier, et maintenant, on va tous se les faire. Et là, ça m'a presque servi de me dire, ouais, mais j'ai déjà joué un démon, j'ai déjà joué un orc, donc je sais faire ça, sortir le vilain côté ou un autre côté de chez moi. Et ça m'a aidé pour moi-même, en fait, aussi. Donc, du coup, après, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est marrant quand on m'a demandé, moi, c'est vrai que c'est plus, on m'a demandé si je pouvais l'amener en entreprise, et je me suis dit, ben non, parce que si tu voulais jouer, tu aurais déjà joué, gars, et c'est pas moi qui vais t'emmener là. Et c'est après, voilà, comme j'ai raconté au début, c'est devenu un challenge parce que je me suis dit, bah si, en fait, faut qu'ils voient aussi les avantages de ça, de se mettre dans un autre personnage pour être plus empathique aussi avec les autres, faire tomber les barrières. Moi, c'était surtout ça. Le premier truc que j'ai vu, c'est se taper dans le dos différemment. Tu fais tomber beaucoup, beaucoup de barrières, quoi. Et du coup, il y a des non-dits peut-être qui peuvent se révéler en entreprise aussi. Rien que le côté vie ma vie, déjà, je sais pas, tu joues ton voisin, bon, ben, c'est déjà une première partie de pas se jouer soi-même dans ce monde-là. Je pense qu'il y a plusieurs curseurs, il y a plusieurs degrés. Moi, j'ai fait un canevas comme ça avec un collègue pour Open Serious Game où on dit ce qu'on change en fait. Est-ce qu'on change le monde, les personnages, la situation, les actions? Et du coup, ça fait que si tu changes tout, évidemment, tu arrives dans un truc complètement barré. Et là, la personne, elle va peut-être avoir du mal en entreprise d'un seul coup à voilà, se dire voilà, je change, c'est je trop. suis un orc, je suis Elle n'a machin, plus je de suis. repères, c'est trop. Voilà. Alors que si tu lui dis tu joues toi-même en 2050, bon, c'est plus facile, quoi. Donc moi, des fois, Mm. j'essaie de placer le curseur avant de proposer des trucs trop à l'ouest. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que oui, moi
comment dire, enfin, je fais ce métier pas par hasard parce qu'il me passionne et que je pense qu'il est vertueux. Je pense que bien fait, il peut apporter beaucoup de bien. Mais en même temps, je suis consterné par un certain nombre de grandes enseignes ou de grandes personnalités du monde du conseil en management qui ont eu des idées intelligentes dans les années 80 ou 90, mais on est en 2021, ou qui joue sur, comme personne comprend très bien ce que je fais, je vais surtout pas l'expliquer. Comme ça, je vais rester sur où je fais des trucs de consultage en mangement que tu comprends pas. Et je trouve que c'est dévastateur parce que dans un monde connecté, c'est assez facile de comprendre, de comparer, de se forger des convictions. Et c'est l'ensemble du secteur qui est un peu décrédibilisé quand il y a des acteurs qui visiblement sont pas très intègres, sont pas très clairs, etc., etc. Donc, très vite, j'ai voulu enseigner le conseil en management à des étudiants. Merci Diane. En disant, moi, on m'a jamais appris ce métier. Je savais même pas qu'il existait. Je l'ai fait par hasard, en tombant sur des mecs qui faisaient ce métier qui m'ont expliqué, mais c'est un pur hasard, c'est une rencontre. J'aurais très bien pu faire un autre métier et le regretter toute ma vie en sachant pas ce que j'avais raté. Et le jeu de rôle, c'est pareil. Je vois plein de gens qui me disent des choses. Je comprends que ce qu'ils cherchent dans le jeu vidéo, dans le MMO, dans Il était une fois, dans Dixit, ils cherchent le jeu de rôle. Mais ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas l'expérience pour le dire. Donc, Oui, j'ai oui, fait oui. des années. Et je vois plein de gens aussi qui jouent au jeu de rôle, c'est-à-dire qu'ils lancent des dés de 20 sur une table, mais ce qui se passe à la partie est complètement axiomatique, est complètement un jeu de plateau ou un jeu vidéo décomposé, simulé et sans écran, mais ce n'est pas du jeu de rôle. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont tort de jouer comme ça du moment qu'ils s'amusent, mais ça veut dire qu'on vit dans des mondes passionnants mais flous, où cohabitent des tonnes de pratiques qui ne sont pas du tout organisées. Et donc, c'est vachement dur de s'y repérer. Et moi, j'ai toujours pensé que ceux qui ont compris ont quelque part une mission d'aller aider les gens à comprendre. Pourquoi tu t'emmerdes? Parce que ce que tu viens chercher dans une partie qu'on te dit être de jeu de rôle n'est pas ce que tu vas y trouver. Ou ce que tu y cherches, tu ne le cherches pas au bon endroit. Et pareil en conseil en management. Donc moi, c'est vraiment cette idée de marier les deux qui était très importante pour moi. Et puis ensuite, quand on a monté ce cabinet, Blooming Partners, un peu en réaction au monde du conseil, justement, en disant le monde du conseil, là, il n'a pas bien saisi la bascule des années 2010, il n'a pas saisi ce qui s'est passé. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas du jeu de rôle, mais on peut peut-être parler de la bascule des années 2010 parce qu'elle a pas mal transformé la société. Mais en tout cas, les cabinets de conseil à ce moment-là, eux, ne l'ont pas du tout prise, ce virage-là, et ils sont vraiment restés sur on va faire du conseil comme il y a 20 ans. Et nous, on a dit c'est pas possible parce que, un, on se fait chier dans nos carrières, deux, on a l'impression de trahir nos collaborateurs et nos clients, et trois, il y a probablement une vraie niche à occuper, une vraie entreprise à créer à cet endroit-là, créons-la. Donc, on a créé notre boîte en disant c'est quoi les fondamentaux du conseil en management et c'est quoi l'application de ces fondamentaux aux années 2010 et 2020. Et pour le jeu de rôle, c'est ça qui manque un peu. Personne ne l'a vraiment fait. Il y a eu des tentatives, mais personne n'est allé au bout. Notamment parce qu'il n'y a pas un marché aussi vaste en face et donc il n'y a pas autant de moyens pour le faire, il n'y a pas autant d'intérêt. J'ai quelques idées sur un truc qu'on pourrait faire avec une fondation pour le jeu de rôle militant, mais peu importe. En tout cas, très rapidement, ce dont on s'est aperçu, c'est quand même, observons un truc très con. Dans n'importe quelle culture, tu prends deux enfants, tu les mets l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à jouer, même s'ils ne parlent pas la même langue. Quel que soit leur genre, ils vont se mettre à jouer. Et c'est quoi des enfants qui jouent? Et là, on dirait qu'il y aurait des cow-boys pirates qui sortiraient de la Terre et en fait, ils viendraient d'une planète et paf, alors il y aurait du pipi partout. Ils jouent à ça. Et là, on observe trois phénomènes marrants. Le premier phénomène, c'est que quand ils sont en train de faire ça, tu ne peux pas les arrêter. Tu leur dis, les mecs, c'est les octonautes à la télé. Les mecs, c'est l'heure du goûter et il y a de la mousse au chocolat. Les mecs, c'est l'heure d'aller se coucher et demain, il y a école. La réponse, c'est, mais maman, je joue. Premier truc. Deuxième truc. Donc c'est vachement important pour eux. C'est littéralement la chose la plus importante du monde, plus que le boire, le manger, le dormir, le vivre. C'est la vie, le jeu, pour un enfant. Deuxième chose, les gens qui se sont connus comme ça, qui sont devenus potes comme ça, 50 ans plus tard, tu les retrouves sur Copains d'avant, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, et si jamais ils jouent au jeu de rôle, ils jouent au jeu de rôle ensemble. À 60 ans, ils jouent au jeu de rôle ensemble. Ça crée des amitiés indéfectibles. Et troisièmement, si tu écoutes ce qui se dit, au-delà de il y a des pirates qui font du pipi, si tu écoutes ce que disent les gamins, c'est que des histoires de destin, trahison, amour, amitié, loyauté, mort, résurrection, rédemption, bam, des sujets de l'espace.
mais c'est des gamins, ils ne sont pas en train de te faire de la théologie. Mais ils brassent ça, ils brassent l'angoisse humaine d'être au monde avec des trucs de gamins. Les jeux des gamins, ça brasse des trucs hyper importants, mais pas de manière chiante. Tout le monde prend un panard, pas possible à le faire. Et donc, notre observation, c'était, putain, mais c'est ça le jeu de rôle. Et puisque visiblement, c'est un état naturel, universel, spontané, hyper motivant de l'humanité, c'est donc un levier de transformation des entreprises vachement important. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à exprimer et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à apporter aux entreprises. Et tu disais très, très bien, Vanessa, quand les mecs, quand le chef et le stagiaire se tapent dans le dos parce que c'est deux orques qui vont aller faire une virée dans la taverne ou qui vont aller réveiller le balrog au fond de la Moria parce qu'ils sont bourrés, ouais, ça change complètement les rapports de force. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est surtout éviter le serious game, serious. Ou pour convaincre l'entreprise qu'on n'est pas des saltimbanques, il faut qu'on le fasse vachement serious. Alors, le jeu, c'est, alors imaginez que vous êtes une start-up, imaginez que vous êtes un stand de pizza, imaginez que vous êtes racheté par une multinationale. OK, donc on fait la même chose, mais on a changé facialement deux trucs. Mais le chef est présent à la table, donc de toute façon, il va nous juger. On est en train de faire notre entretien de passation de grade ou d'augmentation. C'est chiant à crever. Donc nous, on fait systématiquement des trucs où on les met dans un monde complètement différent pour qu'ils aient plus ces points de repère-là. Et deuxième chose, et tu l'avais ébauché tout à l'heure, on fait en sorte qu'ils soient plus eux-mêmes en plus. Toi, tu es le chef, eh ben, tu vas être l'étranger qui ne parle pas la langue. Toi, tu es le mec timide, bah, tu vas être le médecin que tout le monde va voir, à qui tout le monde pose des questions. On leur file des rôles qui leur tirent sous le tapis la persona qu'ils ont tout le temps incarné dans cette boîte depuis qu'ils y sont. Et donc, comme ils sont… J'aime bien ton idée de canevas avec plusieurs dimensions. On leur enlève la dimension de l'univers et on leur enlève la dimension de leur personnalité. Et on leur dit, mais vous êtes quand même un collectif, vous avez quand même des intérêts convergents, qu'est-ce que vous faites? Et là, tu vois effectivement qu'il y a des gens qui sont fondamentalement là pour aider les autres, des gens qui sont là pour résoudre des problèmes intellectuels, des gens qui sont là pour transmettre un savoir-faire, une tradition, quelque chose. Il y a des gens qui sont là pour rendre service. Il y a des gens qui sont là pour être tout seuls dans leur coin, avoir besoin de personne. Ça se révèle instantanément. Et donc, ce que tu vends à l'entreprise, c'est pas tellement… Ouais, merci pour le lien, il est vachement bien. C'est pas tellement vendre la partie, qui peut avoir des vertus de team building, avoir des vertus de faire dire les choses, qui est une expérience vécue. Il y a une raison pour laquelle, à la fin des films hollywoodiens, les gens s'embrassent parce qu'ils ont tué le méchant ensemble. Ça crée effectivement des liens d'avoir vécu une partie ensemble. Mais ce qui compte surtout, c'est le débrief après. Quand tu prends chacun entre quatre yeux en disant, toi, à mon avis, il faut que tu changes de poste pour aller faire ça. Toi, il faut que demain, tu sois promu chef. Toi, il faut que tu arrêtes d'essayer de plaire à machin parce que ça ne marchera jamais. Et tu vas voir leur chef en anonymisant, en disant, chez vous, vous avez des mecs qui ont tel type de profil psychologique, ils ont telles appétences. Si vous les managez comme ça, vous allez réussir à leur donner ce pourquoi ils sont venus bosser. Ils ne sont pas venus bosser pour un salaire, ils sont venus bosser pour faire partie d'une entreprise, c'est-à-dire d'une expédition. Elle va où, votre expédition? Vous l'avez perdue en route, votre expédition. Et ce n'est pas à coup d'accords télétravail et de baby-foot et de hamac dans les salles de réunion que vous allez rattraper les mecs. C'est en disant, qu'est-ce que tu es venu faire là? OK, maintenant, je t'ai vu en situation, je sais où tu veux aller et moi aussi. Et là tu tisses un lien d'entreprise. Et je n'ai pas trouvé de meilleur outil pour faire ça que le jeu. Allez, rebondis. Eh ben, écoute, oui, mais je suis totalement d'accord. À chaque fois que je me dis, ah oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment le vaste sujet là. On pourrait en parler longtemps, hein, mais après, je me demandais si peut-être avec ceux qui nous ont rejoints, si peut-être vous vouliez intervenir parce qu'on arrive presque à 1 heure, il me semble, ouais, de 3/4 d'heure. On a perdu un peu de temps à cause des pépins de mauvais voilà. liens, mais c'est pas très grave. Ouais, vous commencez à être nombreux, on a dit des tonnes de trucs. Vous en pensez quoi? Voilà, que vous n'hésitiez pas en tout cas. Présenter une expérience personnelle, un contre-exemple, une contradiction à ce qu'on a dit, ou au contraire un truc qui va plutôt dans ce sens-là. Allons-y, bavardons, on n'en sait pas plus que vous. Hein. On est comme vous, des gens qui jouent au jeu de rôle et qui vivent dans une entreprise. Donc, Ouais, bonjour. Du coup, moi, je suis ergonome.
et psychologue du travail. Et j'ai eu la chance de travailler chez Orange au moment du procès, enfin, du rendu du procès France Ah Télécom. ouais. Donc, une super ambiance, évidemment. Et du coup, je me demandais, Thomas, là, au moment de la phase de courage, et d'aller voir le grand ponte pour lui dire non, non, mais là, ça marche pas, là. Est-ce que c'est entendu? Parce que personnellement, moi, dans mon métier, c'est le plus gros obstacle auquel j'ai affaire. Globalement, c'est être entendu quand je rends des comptes, quoi. Bon, je pense qu'il y a la... Donc effectivement, le fameux jeu de rôle, est-ce qu'on est pris pour des couillons? Est-ce qu'au contraire, ça marche? Est-ce que ça convainc? Ça me rend curieuse. Ben, en fait, est-ce qu'on est entendu? C'est le problème de tous les. Alors, pardon, je réponds, Vanessa, je te grille la politesse, mais Non, 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 je t'en prie. c'est le problème qu'on a quand on est prestataire de service dans une boîte, y compris en interne, quand tu es consultant interne, quand tu es RH, quand tu es médecin du travail, quand tu es, tu vois, quelqu'un qui est censé avoir son avis sur ces questions. Bien souvent, quand tu dis un truc qui est autre chose que. Bon, on est bien d'accord que tous les collaborateurs sont, un, des incapables, deux, des feignants, et que le seul moyen de les faire bosser, c'est à la schlag. Il y a des boîtes où tu n'es pas entendu. Bon, c'est des mauvaises boîtes et il faut démissionner en masse et qu'elles disparaissent. Parce qu'elles sont quand même une espèce en voie de disparition maintenant grâce au ciel. Mais c'est toujours difficile d'être entendu, ouais, parce que tu as une expertise et donc par définition, les autres ne l'ont pas. Donc ils ont vachement de mal à jauger si ton expertise est vraie ou si elle est du flanc. Donc il y a tout un travail de préparation de la confiance avant, et c'est là qu'il y a la phase d'empathie qui est importante, où à force que les gens, pas t'aient entendu dire des trucs super intelligents, mais ne t'aient jamais entendu dire de conneries, pas parce que tu n'as rien dit, hein, parce que là, effectivement, tu ne prends pas de risque. Mais à chaque fois que tu dis un truc, ils disent putain, ouais, c'est vrai, en fait. J'ai des preuves. Deux, j'ai des témoignages convergents. Trois, il y a un consensus de gens qui disent qu'il a raison. Ouais, ok, ça doit être quelqu'un qu'il faut écouter. Et quand tu as fait ça, oui, tu peux te permettre d'arriver avec des conclusions assez ébouriffantes. Tu citais Orange. Nous, il y a quelques années, on a bossé pour Orange Labs sur refondre le modèle de management pour le rendre plus participatif et plus adaptatif. Fin de citation. Et c'est eux qui nous ont demandé un serious game. Donc, du coup, on a dit, OK, ça vous ennuie si c'est un peu plus game que serious? Et on leur a fait un truc qui était un jeu de rôle où ils allaient terraformer une exoplanète. Et donc, ils arrivaient dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas, avec du matériel limité, avec des compétences limitées. Comment tu crées une société harmonieuse où les gens ne commencent pas à se tirer la bourre sur les ressources et ont un véritable bien commun, un véritable intérêt partagé. Ça a marché du feu de Dieu. Et voilà. Donc, comment tu fais pour être écouté? Parce que tu as créé de la confiance avant. Mais c'est sûr que au premier chef, quand tu arrives, soit en allant pitcher quelque chose, soit en réponse à une sollicitation qui t'est faite, si tu arrives en mettant hyper l'accent sur le fait moi je vous préviens, je suis un gamer, les gens ne vont pas trop comprendre. J'ai publié sur Forbes 2-3 vidéos sur l'e-sport, qui est une autre forme de gamification et qui n'est pas du jeu de rôle, mais peu importe. Tu te heurtes à la même chose. Les marques, elles regardent l'e-sport comme elles regardent le sport. Elles en ont rien à foutre du foot ou du hockey ou du cheval ou du machin. Elles elles se disent, oh putain, au foot, il y a 11 joueurs de chaque côté. Ça fait 11 maillots, ça fait x2, ça fait 22 espaces de pub sur lesquels je peux mettre mon logo. Mais ils en ont rien à foutre du foot. Ils en ont rien à foutre de l'e-sport. Et ils en ont rien à foutre du jeu de rôle. Donc, si tu arrives avec un t-shirt Metallica et que tu commences à leur expliquer que c'est dérivé de la 5e édition de Donjon, mais c'est dans l'univers de Lovecraft, enfin un peu avec du Moorcock dedans, les mecs, ils vont pas t'écouter. Si tu dis, voilà des éléments de neurosciences, voilà des éléments de théorie du management, voilà des éléments de santé au travail, d'épanouissement, d'ergonomie, etc., qui font qu'on observe que si tu fais ça, il va se produire ça, machin, voilà les références que nous avons. Là, tu leur parles un discours d'entreprise. Et tu peux leur parler des discours d'entreprise en étant bêtement rôliste, je veux dire, en n'ayant pas des myriades de références. Tiens, il y a des gens que je connais qui se connectent. Simplement en expliquant ce que tu fais. Mais il faut que tu sois capable d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle. Et le problème des rôlistes, c'est qu'ils sont incapables d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle, de même que les consultants sont incapables d'expliquer ce que c'est qu'un consultant. Non, fais attention. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je rebondis là-dessus parce que tu sais, nous, on a des fois le même problème avec Diane. Hein, d'ailleurs, ici présente, ça nous est arrivé qu'on nous demande de définir la gamification. Ouais. Good luck à tous. Serious game même, hein. Là, tu n'es pas très bien parce que, voilà, d'après la définition littérale, tu te dis ça va à peu près. Mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que du jeu vidéo, donc tu n'es pas bien. Maintenant, le jeu de rôle, je me dis, bon, effectivement, on peut peut-être, à mon avis, se caler tous sur une définition assez courte, générique.
Si les gens, tu commences à les laisser libres de dire, OK, tu le décris beaucoup. Alors là, oui, effectivement, oui, s'il y a des gens qui commencent à mettre, il faut des dés, voilà, là, on arrive sur un truc où on peut tergiverser. Mais sinon, je pense qu'on est à peu près OK sur enfin, je pense sur les rôlistes entre eux quand même. Je pense qu'effectivement, ils ont une idée précise, mais elle peut être commune en tout cas. Oui. Et après, il y a, comme tu disais, ce côté, en fait, comme tu disais, Agrippine, tu vois, pour convaincre. Moi, je sais que c'est la même question que je me pose quand je veux amener de toute façon du ludique quelque part, que ça soit de la gamification ou du jeu de rôle ou un jeu vidéo ou n'importe quoi qui soit comme ça. En plus, moi, j'arrive avec l'expérience poker, donc on peut me regarder aussi, genre, qu'est-ce que ça fout là, ou même carrément, ben, moi, j'ai ma grand-mère qui s'est réunie au casino, donc pas sûre de vouloir parler poker, tout ça. Et c'est vrai que je me dis, pour moi, l'important, c'est le cadrage. C'est au moment où tu as bien compris ce que voulait ton client. Il t'appelle même pas forcément, ça se trouve, pour du jeu. Mais en gros, toi, tu vas l'amener comme... Enfin, moi, je l'amène comme un plus, en mode, ça pourra jamais te faire de mal. Et il y a une seule fois un gars sur LinkedIn qui m'a répondu un truc genre, non, Vanessa, tout le monde n'aime pas jouer. Et j'avoue, il y avait beaucoup de solennité dans le ton. Et moi, ça m'a fait un peu rire, mais je me suis dit, bah, mais si, en fait, c'est juste, t'as pas le temps. Mais si, moi, à chaque fois, les gens qui jouent pas, je me dis, les pauvres, comment ils font? Et je pense souvent, c'est parce que c'est un luxe de jouer, parce que moi, j'ai le temps de jouer, voilà. Mais quelque part, tu arrives. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent pas en courant après mes cadrages, alors que des fois, c'est des gros groupes, vraiment des gros comptes, et ils partent pas en courant parce que tu es passionné, tu leur montres aussi les résultats. Hein. Quelque part, tu lui dis, regarde, tu préfères, je sais pas, apprendre avec un jeu vidéo ou, je sais pas, tu préfères apprendre dans Minecraft ou sur une diapo en noir et blanc. Voilà, bon, il y a des fois, franchement, c'est ça, moi. Et des fois, on me dit, est-ce que tu peux mieux faire? Je me dis, bah oui, c'est facile parce qu'on part d'un truc tellement pourri sur l'éducation ou sur des fois, franchement, on part de très bas. Donc, du coup, je me dis, il y a un curseur à mettre pour pas leur faire trop peur de dire, moi, souvent, j'ai présenté ça comme ça, j'ai une flèche comme ça, de plus en plus barrée, tu vois, il y a le niveau 10 là-bas, là, on est barré total, mais tu as le niveau 0,1 où là, voilà, c'est du petit jeu de rôle, on part un peu en vrille, mais pas trop, on reste dans un truc, d'une zone de confort qu'ils connaissent un peu. Et étonnamment, moi, j'ai trouvé, alors c'est trop cool ça, mais récemment, j'ai trouvé qu'ils choisissaient beaucoup vers le 8 et 10. Donc, ça veut dire aussi, et c'est des gros comptes, c'est des grosses banques, des entreprises, nous, qu'on voit de manière quand même, on se dit, ça doit être des sérieux et tout. Et en fait, ben, super content, je vois les gens d'avoir joué, les retours, c'est ça, c'est des fois, ben, j'avais pas joué depuis 20 ans. Et la demande client, ça peut être aussi, ben, justement, j'ai envie de les amener quelque part là où ils ne sont pas encore été, où ils ne vont pas souvent, parce que les gens ne vont pas souvent leur proposer ça. On se retrouve souvent avec des jeux agiles, c'est toujours les mêmes. Les séminaires, les gens, ils n'en peuvent plus. Chaque année, c'est pareil. Et des fois, tu as des gens qui vont juste leur dire, voilà, vous avez qu'à faire un escape game. Ok, c'est cool, ça fait de la cohésion, mais c'est pas comme une continuité de jeu de rôle, d'une campagne qui va créer du lien à vie, comme tu disais. Enfin, il y a vraiment ça. Et je trouve que ça, c'est trop bien. Parce que du coup, récemment, je vois qu'ils veulent aller plus loin. Moi, ma demande, c'était carrément surprenez-les. On voudrait qu'ils jouent des rôles, qu'ils s'éclatent. Et je me dis, bon, bah ça, c'est déjà un peu un pas en avant. Voilà, ouais, l'agilité, ouais, c'est un peu pareil. Je me dis, je voulais pas effectivement que quand j'arrive en disant, voilà, je vous propose du jeu de rôle en entreprise, qu'on se dise, ah bah oui, mais c'est un peu comme l'agilité. Il y en a en fait 99% qui proposent juste de mettre des post-it et ça y est, ils sont agiles et ça y est, ils t'ont fait un speedboat et ils sont agiles. Bon, et moi, je voulais pas non plus pervertir le jeu de rôle en tout cas. Donc, pour moi, c'est toujours super important ça et je pense que ça se sent au cadrage en fait. Je sais pas Alors, si je vois tu veux que. dire un truc à Agrippine, pardon. Ouais, elle voulait lever la main. Je sais pas Non, si c'est que j'ai encore oublié, je suis désolée. Ah, t'as je oublié sais de pas si baisser la c'était main. tout à l'heure ou... Je vois que Marie a publié quelque chose. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Tu parlais de remotivation managériale avec base de neuroatypie. un dossier, je pense, mais peut-être qu'on n'a pas le lien. Dossier expliquant les bienfaits du jeu de rôle en entreprise pour du team building ou des réajustements en motivation managériale. À ma connaissance, il n'en existe pas, parce qu'à ma connaissance, il y a assez peu d'acteurs sur le sujet et assez peu d'acteurs qui publient. Nous, on s'est constitué en interne un bordel couvré dans lequel il y a des exemples de jeux, dans lequel il y a un discours théorique sur la place du jeu dans la société, etc. Je l'ai partagé avec Vanessa. Ça fait typiquement partie, on le disait à Diane avant de démarrer, des documents que je peux distribuer avec le replay si ça vous amuse de vous y plonger.
Euh, Si vous publiez des choses par écrit, c'est valable pour Vanessa et aussi Thomas, sachez qu'il est préférable de les publier ici sur le salon texte, puisque lorsque ce Zoom va fermer, tout va disparaître. Alors que sur Zoom, alors que sur Discord, ça restera. Donc, si vous publiez des choses par écrit, genre des liens et tout, n'hésitez pas à les mettre sur discussion texte du Discord. Comme ça, on est sûr qu'on pourra les retrouver. D'ailleurs, c'est même là où on pourra papoter plus tard, si vous voulez. Voilà. Okay. Merci à toi. Je les mettrai peut-être après ouais, plus tard. la discussion. Pouf, je mettrai ce que je pense pertinent. Ouais. Merci beaucoup. C'est vachement important ce que dit Vanessa, parce que déjà, quand tu es consultant, le métier a été gâché. Ils ont tous eu des mauvaises expériences avec des consultants. Tu dis bonjour, je suis consultant. Le client fait ah ouais, d'accord, les voleurs de poules. Bon, merci, super. Mais alors, sur le jeu, c'est encore pire, parce que, comme le dit Vanessa, tu as plein de gens qui sont arrivés en disant ah ouais, on va faire de la gamification. Alors, tu vois, on va faire un marshmallow challenge. Et tout le monde sait, ça fait maintenant au moins 10-12 ans qu'on sait que ça ne fonctionne pas et que les gens qui vendent ça comme si c'était génial n'ont pas grand-chose à vendre. Donc le mot jeu, déjà que le mot jeu est hyper négativement connoté, le jeu, quand tu dis jeu, on pense, ah oui, le poker, ce truc qui se joue dans les tripots, avec des gens qui sont surendettés, le jeu mère de tous les vices, ah là là, regardez Patrick Bruel, machin, bon ok. C'est complètement con. Hein, mais comme c'est ça, on me parle de Patrick Bruel et on croit aussi que je suis très forte en roulette, trucs comme ça, et je connais rien en fait. Blackjack et toucher la langue, c'est poker toujours. Donc il y a le jeu, parce que les gens pensent jeu d'argent. Ou les échecs aussi, des fois, on me dit, bah non, ça j'aimerais bien, mais... ou bien à l'inverse, le jeu, c'est un truc pour les enfants. Et les enfants, c'est les membres de la société. Il y a ça aussi. Moi, récemment, une grosse entreprise m'a dit en entretien, ah tiens, tu oses dire que tu joues. Je me suis dit, bah, c'est-à-dire que oui, vu que comme je joue depuis longtemps, puis que en fait, c'est complètement grillé, vu que je fais que ça et que je m'en sers dans ma vie, il y a un moment, je suis bien obligée de le dire, tu vois. Mais c'est drôle parce que hyper souvent, on m'a dit, ah, j'aime bien le fait que tu avoues que tu joues. C'est presque vraiment, presque comme si je leur disais, bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis gâteuse, quoi. Et alors, je me disais déjà à 35 ans, tu vois, quand j'étais dans les MMO en train de jouer une petite elfe des bois, bon, les gens, c'était bizarre, quoi. Peut-être ils pensaient que j'avais 15 ans. Mais alors maintenant, n'en parlons même pas. En fait, je me dis, plus je vieillis, plus les gens se disent, c'est dingue, elle joue encore, quoi. Donc, si en plus tu te la ramènes au niveau professionnel, c'est ah bon, elle dit ça, elle. Le pendant de ça, c'est ce que tu disais et qui m'avait frappé quand tu me l'avais dit pendant qu'on préparait, c'est, mais à l'inverse, bizarrement, les collaborateurs, quand tu dis à quoi vous voulez jouer, ils vont chercher les trucs les plus barrés et à la fin, ils sont super contents d'avoir joué barré et éventuellement leur encadrement aussi. Pourquoi ? C'est ça. Parce que justement, à mon avis, il y a deux choses. Il y a, comme dans le monde de l'entreprise, les gens sont quand même un peu en tension. Ça fait quelques années que c'est un peu dur. Le marché de l'emploi n'est pas génial. On s'est pris le Covid dans la gueule. Il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété dans le monde de l'entreprise. Et donc là, avoir passé une après-midi entre collègues, sans se juger, sans qu'il y ait d'enjeu professionnel, juste à passer un moment agréable ensemble, déjà, en termes d'évacuation, tu vois, et tu as pu effectivement poignarder ton chef dans le dos, par perso interposé, mais tu l'as fait, quoi. Donc symboliquement, du point de vue évacuation, wow, quoi. Et deuxième chose, et à mon avis, c'est hyper important, ça a fait sauter le verrou. En fait, tous, là, on a tous 50 ans et on a tous des crédits, des enfants, des trucs sérieux. Mais en fait, on aime tous ça. Et là, on a osé se le dire. Parce que Vanessa a eu les tripes de venir nous voir en disant, je vous propose de jouer aux cow-boys et aux Indiens. Nous, on a fait ça une fois. Il y a la directrice de cabinet du directeur général de SNCF Réseau, l'ancien RFF, qui nous dit, bon, le directeur général vient de changer, donc il arrive au milieu d'un comité exécutif qui ne sont pas des mecs qu'il a nommés lui, qu'il ne connaît pas, et qui eux se connaissent depuis des années, ils sont super potes. Comment on fait pour créer un sentiment de cohésion au sein de ces mecs-là, avec lui comme chef, pour qu'il n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, on a proposé du jeu de rôle, donc on les a fait jouer aux cow-boys et aux Indiens. Donc voilà, vous découvrez finalement qu'il y a du pétrole sous la réserve indienne. Qu'est-ce que vous faites ? Vous génocidez les Indiens ou bien vous vous alliez avec eux ou machin. Et évidemment, comme c'est la SNCF, ils sont partis sur, mais alors attends, s'il y a du pétrole, il va falloir que des mecs puissent venir ici pour le miner, et puis il va falloir qu'on achemine le pétrole pour aller le raffiner plus loin. On va créer une gare. Et ils étaient partis là-dessus, et on voulait jouer 20 minutes en introduction pour ensuite lancer le COMEX, et au bout de 3 quarts d'heure, il n'y avait pas moyen de les arrêter parce qu'ils se piquaient au jeu, quoi.
des gens qui non, sont tous c'est ça. cadres supérieurs. Faut vraiment bien l'amener, j'ai l'impression. Et après, effectivement, c'est fou comment ils prennent le train en marche. Enfin, moi, j'ai trouvé, c'était carrément, le client était surpris, si tu veux, que ça ait si bien pris, dans le sens, presque, ils ne pensaient pas que leur équipe avait autant d'imagination, de créativité et qu'ils allaient se lâcher. Ils m'avaient dit, vous allez voir ce jeu-là, ils vont rien dire. Et en fait, je passais, moi, j'étais pliée, j'entendais des situations. Je me disais, dis donc, pour une team qui n'est pas effectivement dans le service com, créa, pub, etc., ils s'en sortent quand même super bien. Et effectivement, ils se tapent dans le dos plus vite aussi. C'est des gens qui ne se voyaient pas depuis 3 ans, qui ne se connaissaient pas depuis avec les circonstances sanitaires. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça crée en tout cas des liens plus vite que si juste voilà, tu fais un séminaire de base avec des petits fours ou juste tu fais même un cinéma ensemble, un spa. Bon, là, c'est pas pareil, c'est vraiment C'est passif. tu vas sortir des tripes un peu, des choses personnelles en fait. Et je vois même des fois, rien qu'en icebreaker, moi, des fois, je fais des trucs où à la place de te présenter toi-même, tu présentes ton voisin, mais il te dit 3 lignes de lui à la limite avant, mais tu dois le présenter. C'est d'ailleurs dans Open Serious Game aussi en lien, ça, tu le présentes de manière exagérée. Donc, c'est-à-dire que tu vas le présenter comme un super-héros. Par exemple, je ne sais pas si c'est un infirmier machin, tu vas dire, en fait, c'est, je ne sais pas, Captain America qui joue. Donc, voilà. Et tu vas le présenter tout de manière exagérée, mais il y aura un petit rapport avec lui. Et déjà, la personne, elle peut se sentir un peu en confiance. Elle t'a jamais vu, mais ça y est, tu es un super-héros. Et après, mine de rien, tu peux voilà, dériver assez vite sur des petits jeux comme ça qui vont développer un peu plus, moi, je trouve, les affinités entre les gens que juste un one-shot, comme on disait tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de boîtes de gamification qui, en fait, font de l'escape game ou qui font... Et je me dis, si tu fais que, à la limite, du jeu vidéo ou que du jeu de rôle sur Roll20, et ça sera toujours avec des dés, ça sera toujours cet univers-là, c'est pas... Pour moi, il faut rester libre dans l'offre et faire très attention au cadrage à ça. Finalement, comme n'importe quel projet, voilà, qu'est-ce qu'il veut mon client? À la fin, s'il veut ça, moi, j'ose arriver avec ma valise de mage et mes artifices de cirque. Je m'en fous, j'assume complètement. Et je remarque que plus tu assumes, plus ils vont avec toi aussi. Tu vois, une des dernières activités là, que j'ai faites ou qui n'était pas évidente à passer, c'était pas un jeu de rôle, c'était bien pire à passer. C'est genre, tu fais des petits avions en papier pour envoyer un petit message à quelqu'un, mais en fait, pour sensibiliser au handicap, tu vas le faire avec une main dans le dos à deux. Enfin bon, j'étais partie en vrille. Sauf que ça dure que 5 minutes et c'est pour un closing rapide et pour faire une jolie photo en envoyant les avions. Et au moment de présenter ça, je me dis, oh là là, heureusement, c'est moi qui vais le faire, c'est pas mon pote à côté parce que lui, il préfère se faire un harakiri que présenter une activité comme ça. Et moi, je me dis, c'est pas grave, j'y vais moi en disant bonjour, j'assume de vous faire des avions en papier, pardon, mais j'ai mes raisons, que voilà. Et maintenant, à vous de jouer, vous le faites ou non. Et j'ai remarqué que voilà, tout le monde avait fait des petits avions en couleur. Donc, si tu vois que, je sais pas, tu arrives à faire qu'un banquier jette un avion de couleur, pourquoi il jouerait pas un nain qui rencontre un orc, tu vois, enfin, finalement, c'est juste pour moi mettre le pas dans le jeu, déjà accepter ça finalement, accepter que tu vas trouver un intérêt à ça et que ton équipe va trouver un intérêt à jouer. Et après, tu laisses parler. Nous, on est intransigeants là-dessus. Le jeu, c'est le mode d'expression naturel de l'humanité. Pour des raisons pragmatiques, d'efficacité économique, on renonce à jouer. Mais c'est une erreur. On a cette chance inouïe d'être la première génération qui a les moyens de jouer adulte, avec des vrais jeux formalisés, avec plein de gens, etc. Les gens qui s'autocensurent, alors oui, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas. Ok, il faut surtout pas les forcer. C'est même un sujet en entreprise sur lequel je vais peut-être revenir une seconde. Mais la raison pour laquelle les gens jouent pas, c'est essentiellement parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir passé l'âge. Et ce que fait Vanessa est hyper important de dire, regardez, moi je me mets à poil, faites comme moi, quoi. Et en fait, ils n'ont envie que de ça. Et c'était très marrant ce que tu disais. Ah non, mais tu comprends, c'est pas des marketeurs, c'est pas des créatifs. La quantité de clients qui me disent, ouais, non, vous comprenez, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit comme une start-up. Tu vois, t'es chez EDF, il faut qu'on soit comme une start-up. Et je crois pas que nos collaborateurs vont y arriver. Chiche. Et déjà,
en faisant du conseil comme on fait nous, un peu en capacitant, un peu humaniste, etc., les gens sont bluffés. Ils disent, ah ouais, putain, mais lui, il était complètement autiste, on pensait qu'il était complètement démotivé, on comprenait, là, vous l'avez réveillé. Bah oui, simplement, on l'a mis en situation de faire un truc qui l'intéresse et qui a un effet mesurablement positif sur le reste du monde, et il a des retours positifs de putain, merci que tu étais là. Bizarrement, ça marche bien. Ça s'appelle du management. Vous devriez avoir des échantillons sur vous de temps en temps. Mais en plus, quand on le fait en jeu de rôle, mais c'est un tabac, parce que les gens se disent, je ne me croyais pas capable d'eux. Mais c'est peut-être parce que j'étais dans le groupe. Oui, il n'y a pas non plus le voisin, comme tu dis, capable d'être comme ça. Même, voilà, moi, on m'a déjà dit, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, ou que si. lui, il avait autant d'imagination. Alors, on détecte aussi les gens pervers, d'ailleurs, avec du jeu de rôle. Hein. Mais globalement, et c'est la grande leçon, il y a quand même 90% des gens qui sont vachement mieux que ce qu'on croit d'eux, que ce qu'ils croient d'eux-mêmes. Et c'est une façon de le révéler qui est absolument... En tout cas, tu peux avoir des surprises en jouant comme ça. C'est la révélation de gens surprenants, hein, parfois. Ah ouais. Agrippine, je ne sais pas si je pense que tu as fait exprès cette fois. Je voudrais juste dire un truc sur la matérialité des faits. Tu l'as évoqué une fois ou deux, Vanessa, mais à chaque fois, on est passé à autre chose et je me le suis noté pour ne pas l'oublier. Première chose, le problème du jeu, c'est que quand on joue avec nos potes, on joue parce qu'on a tous envie d'être autour de la table. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on est là parce qu'un copain nous a traîné à cette partie dont on n'a rien à foutre, parce qu'on a un crush sur une des personnes qui est à la table, parce qu'on aime l'univers des vampires, des dragons, de Dune, de je ne sais pas quoi. Alors, on est venu à ce jeu-là parce que c'est dans notre univers, mais comme on aurait acheté les produits dérivés, en fait, c'est un produit dérivé pour nous. Il n'y a pas beaucoup d'investissement et ça fait souvent des parties un peu merdiques, il faut bien le dire. Là, on est dans le monde de l'entreprise, donc les gens, ils ont peut-être signé un contrat avec l'entreprise, mais ils n'ont pas choisi de jouer. Donc nous, une des choses qu'on dit systématiquement, c'est attention, pour nous dans Serious Game, ce qui est important, c'est game, et c'est parce que ça game que les résultats vont être serious. Ça, pour nous, c'est fondamental. Si les gens ne lâchent pas prise, s'ils ne sont pas vraiment en train d'avoir une expérience ludique, gratifiante, en fait, il ne se passera rien derrière. On aura fait un peu de team building, on aura fait un escape game, c'est sympa. Les effets à long terme vont être hyper faibles. Pour tirer toutes les vertus, il faut vraiment que les gens passent un moment ludique. Ce n'est pas forcément un moment agréable, c'est un moment mémorable. Et donc, pour faire ça, il faut absolument que les gens qui sont là soient volontaires. Donc, il faut qu'on rénove tout le service. On va prendre les gens dans le service qui ont envie de jouer, on va les mettre autour de la table. Les gens dans le service qui n'ont pas envie de jouer, parce que, ah ouais, c'est un truc où il faut prendre la parole, le jeu de rôle. On leur dit, c'est pas grave, tu te mets dans la pièce, pas à la table, tu te mets assis dans le deuxième cercle, tu regardes la partie. Et à tout moment, tu peux rejoindre la partie. Pareil, les gens qui ont dit ouais j'ai envie de jouer machin, ou vous êtes autour de la table, peut-être que vous avez dit j'ai envie de jouer pour faire plaisir au chef, parce que vous avez senti le vent politique et que vous pensez que vaut mieux en faire partie, c'est peut-être une opportunité. Si à un moment vous considérez que vous perdez votre temps, que c'est désagréable, y compris Xcard, etc. Enfin, normalement on évite ce genre de sujet en entreprise, mais vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, vous levez, vous passez dans le second cercle, personne ne vous juge. Ça, c'est absolument fondamental, cette notion de consentement explicite et révocable des gens qui participent à la partie. Parce que de ce fait, au bout du compte, tu t'aperçois que tu n'as plus de deuxième cercle et que même les gens qui ne sont pas venus s'asseoir à la table parce que juste il n'y a plus assez de chaises, ils sont debout derrière leurs copains en disant « Mais vas-y, on avait dit que tu avais une arme secrète, là, vas-y, fais un truc !» Ils sont dedans. Et c'est ça qui est... Alors, tu vas peut-être en avoir un ou deux qui font tapisserie quand même parce que c'est vraiment pas leur truc, mais globalement, tout le monde va finir par rentrer dans la partie. Mais comme tu as au départ dit que tu n'es pas obligé, c'est vraiment si tu as envie, et à tout moment tu peux dire j'ai plus envie, c'est vachement important pour que les gens se sentent, enfin, pour provoquer cet effet de je me lâche, de c'est un jeu et pas c'est une obligation professionnelle. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que toi, quand tu es meneur de jeu dans une partie comme ça m'intéresse d'entendre Vanessa là-dessus, d'ailleurs ça on n'en avait pas parlé. Quand toi tu mènes, déjà tu es payé, et tu mènes pas pour ton plaisir. Tu mènes pour leur plaisir et qu'au travers de leur plaisir, ça ait des effets managériaux vertueux à terme. Donc, tu es en train de faire une prestation de service qui n'est pas une prestation pour ton plaisir. Tu n'es pas en train de jouer, tu es en train de bosser. Ne l'oublie pas, toi, meneur de jeu, dans la qualité de ce que tu délivres. C'est pas simplement, tu es un saltimbanque qui fait des claquettes sur la scène. C'est pas non plus pour ton ego. Tu es vraiment au service des autres. Donc, c'est un rôle de meneur de jeu un peu particulier où tu es plus… tu vois, c'est comme quand tu fais du caritatif. Peut-être qu'il y a certains meneurs comme ça là, dans des parties au role event. Mais ce côté, vraiment, je suis au service des autres. Et la troisième chose, Vanessa l'a évoqué plusieurs fois, c'est la durée.
On sait bien que la partie de jeu de rôle, il y en a toujours qui arrivent à la bourre, il y en a toujours qui ont une contrainte pour se barrer. De toute façon, on s'interrompt parce que, ah ouais, alors on bouffe quoi, pizza ou sushi? Alors pizza, ah merde, la pizza elle est fermée, alors sushi, ah non, j'aime pas les sushis, alors c'est pas grave, 3/4 d'heure pour choisir. Ensuite, ils arrivent, alors ensuite on bouffe, alors on range les feuilles de perso parce que ça en fout partout. C'est un merdier, une partie de jeu de rôle. Donc on sait que ça va finir à n'importe quel moment, puis après on va mettre 3 semaines à retrouver une date. Tu peux pas faire ça en entreprise. Donc, nous, on avait déjà réfléchi de notre côté, non pas pour des parties professionnelles, mais pour des parties en convention, en disant, quand tu es sur une convention qui n'est pas une convention de jeu de rôle, mais où tu as mis une activité jeu de rôle, on l'avait beaucoup fait quand on était à la Fédé, c'est bien que les gens qui ne sont pas venus pour ça, qui s'arrêtent sur ton stand de jeu de rôle, si tu commences à leur dire, non mais c'est bon, dans moins de 3 heures, vous aurez fini de créer vos persos et là, on va commencer à jouer, les mecs, ils se barrent. Et tu as grillé le jeu de rôle auprès d'eux, ils disent, c'est un truc de barrer, c'est pas possible. Donc, il faut que tu sois capable de dire, asseyez-vous, on joue immédiatement, en 20 minutes, vous aurez eu une expérience complète de ce que c'est qu'un jeu de rôle. Une expérience. Et puis, bah, évidemment, hein, comme tous les trucs addictifs, si ça vous a plu, vous allez rester assis. Et en fait, vous allez passer votre après-midi là. Ou si vous avez vraiment un autre truc à faire, bah, vous allez vous barrer, mais vous allez avoir envie de revenir. Et d'acheter des jeux, et d'aller à la Fédé, et voilà. Mais donc, on avait conçu un truc qui est, mais ce qui était marrant, c'est que Vanessa m'a dit qu'elle l'avait réinventé de son côté avec un autre nom, mais on s'en fout complètement. Nous, on avait dit, c'est du jeu de rôle en sketch. Le problème du jeu de rôle, c'est que bah, tu joues toute une aventure, tout un épisode d'une série télé, voire toute une saison si c'est une campagne. Mais en fait, tu peux ne jouer qu'une scène. C'est il arrive dans la pièce et va-t-il arriver à comprendre où est l'indice? Point. Et ça, entre expliquer non pas le système de jeu, parce qu'il n'y en a pas souvent sur un truc aussi bref, mais les règles de ce que c'est qu'un jeu de rôle. Tout ce qui a été dit ne peut pas être invalidé, on respecte le tour de parole des autres, moi je suis le meneur, vous êtes les joueurs, les trucs de base. T'expliques ça, tu expliques qui sont leurs persos, quelle est la situation, tu les fais jouer, tu fais une ouverture vers la suite, ils ont vu ce que c'était qu'un jeu de rôle. Et on en a fait un autre qui est encore plus loin, qui n'est pas une idée à nous d'ailleurs, qu'on a piqué à une autre assoce qui avait fait ça très très bien, c'est le jeu en table ouverte, où il y a une unité de lieu, vous êtes dans la salle de contrôle du vaisseau spatial, vous êtes dans l'auberge, le saloon, la déclinaison, etc. Vous êtes dans une unité de lieu, il y a tout le temps des gens qui entrent et qui sortent. Bon, bah, entrer, c'est s'asseoir à la table, sortir, c'est quitter la table. Et à tout moment, tu peux venir et te barrer. Et il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a une bagarre, il y a une partie de poker, il y a une déclaration d'amour, il y a une trahison, il y a une tentative d'assassinat, il se passe des trucs. Tout ça, ça vous permet en entreprise de maîtriser le temps. Et c'est quoi le gag pour être sûr que le sketch dure 20 minutes? Parce que tu peux aussi avoir des joueurs qui hésitent pendant 2 heures, qui vont ne pas voir l'indice sur lequel tu as mis du stabilo violet fluo, machin, qui par contre vont considérer que le machin qui traîne dans un coin est un indice et perdre un temps fou. Tu crées un événement terminal, c'est-à-dire que tu décides qu'à un moment, il va se passer quelque chose qui met fin au sketch de toute façon. C'est le principe des Monty Python. Il y a un mec qui rentre sur scène et qui se met à chanter et tu changes de sketch. C'est ça qui permet de garantir les 20 minutes ou un quart d'heure ou 10 minutes ou ce que tu veux en fait. Mais ça permet de le garantir, ce qui est important en termes d'engagement vis-à-vis du client, puisque là, tu es avec un client. J'ai sûrement oublié plein de trucs, Vanessa. Ah ben c'est normal, après, c'est peut-être Agrippine, si tu veux nous dire un truc. Agrippine, est-ce que tu fais exprès de lever la main cette fois? Non, oui, je pense que oui. Ah, bon, oui, mais Vanessa, je peux te laisser répondre si tu veux. Ah non, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Bah, je revenais un peu là tout à l'heure sur le coup d'avoir poignardé son patron quand on est un stagiaire. Et du coup, forcément, j'ai un peu envie de dire, c'est quoi le bleed, quoi? Comment vous assurez le suivi après auprès des entreprises? C'est quoi la suite? Certes, vous avez rendu votre truc. Est-ce que le grand patron, il tient rigueur au petit stagiaire de s'être fait poignarder par son personnage? Moi, je pense que non, hein. Au contraire, il se voit différemment. Et même si ça devient la private joke, tu vois, à la machine à café, je fais gaffe maintenant que tu es dans mon dos. Tu vois, ils vont même limite se parler, quoi. Alors que peut-être ils ne se parlaient pas avant, ils vont se dire bonjour et tout, quoi. Parce que des fois, bon, moi, ça m'est arrivé aussi qu'effectivement, comme tu disais, Thomas, il y a des patrons in disguise un peu, hein. C'est-à-dire des gros patrons qui, en fait, derrière, c'est vraiment des gros rôlistes aussi, mais la boîte ne le sait pas parfois. J'ai les noms.
La boîte ne le sait pas forcément. Du coup, c'est les premiers à venir participer, ça se trouve, à ce jeu-là en séminaire, alors qu'ils n'auraient peut-être pas participé à un autre truc, tu vois. Et là, d'un seul coup, ils se révèlent un peu aux yeux de tous. Et ça peut être assez hallucinant, justement, ça. Où là, tu dis, oh là là, je pensais vraiment pas, ou même pas forcément que le gros patron, mais même, tu vois, un manager qu'on voyait vraiment pas comme ça, qui est costard-cravate toute la journée. Enfin, tu sais, quand tu commences à être un peu sur les a priori, quoi, comme ça. Puis d'un seul coup, en fait, il se révèle être un troll des montagnes. Bon, c'est vrai que tu peux rester un peu, ça t'assoit. Mais franchement, c'est cool. Et effectivement, comme tu dis, Agrippine, après, moi, je trouve pour se sortir de l'après, pour moi, c'est justement de créer du lien de manière continue pour juste pas faire un escape, pas faire un jeu, pas faire ça. Moi, je vais monter ma boîte en janvier là-dessus avec mon collègue aussi sur justement ça, le fait qu'il y ait une continuité, en fait. Moi, je voulais le fil rouge. Je me suis dit, je veux un fil rouge qu'il y a dans les campagnes de jeux de rôle. En fait, je voudrais servir les sociétés, finalement, je me rends compte avec plus des campagnes que des one-shots. Voilà, donc c'est un peu moi mon idée de dire, je voudrais voilà, que ça soit pas fini, que la magie reste, tu vois, qu'on se dise pas, ça y est, voilà. Alors du coup, j'essaye même c'est pas grave hein, si ça prend pas tout de suite, je me dis, c'est pas grave, toi, tu vas goûter un petit peu, tu verras que ça te donnera, il y aura un petit goût de reviens-y, en fait. Et c'est comme ça que Exactement. des fois, j'essaye d'amener petit à petit, tu vois, je me dis, je vais leur faire un icebreaker un peu space d'un quart d'heure qui va un peu les changer de d'habitude. Boum, tu joues un nain, c'est quoi ton objet magique que tu as sur toi, c'est quoi ton pouvoir. Il a juste à écrire ça. Hop, ça y est, et il se passe une scène de 5 minutes où voilà, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah non, tu peux pas, tu n'as pas ça comme pouvoir. Ok, ils comprennent très vite. Ok, si ça leur a plu, très bien, je leur dis bah, rendez-vous vendredi, on va jouer 2 heures sur Roll20. Et là, effectivement, j'arrive un peu quand même à ce que ça soit à 5 minutes près, à peu près vrai. Donc là, effectivement, il peut y avoir une bande son qui m'aide. Il peut y avoir aussi, au bout d'un moment, voilà, un peu des principes un peu d'escape game pour faire que tu es sûr d'arriver à peu près à temps. Mais ce que j'aime bien, c'est dire, voilà, bah là, on a fait, en fait, ça vous a plu, ce petit scénario de 2 heures? Eh ben, c'est que le début de la campagne, parce qu'en fait, il y en a 6 comme ça. Et ça s'appelle Les Amants Maudits. Et là, vous n'avez rien vu du tout encore, hein. Vous vous retrouvez dans un donjon, mais il y a tout le monde autour qui vous attend. Et voilà, j'essaye que ça prenne un peu. Ça peut être petit à petit, en fait. Peut-être comme des fois, tu pourrais le faire aussi avec un joueur qui a jamais, qui a joué à d'autres jeux, mais pas forcément à de jeux de rôle. Et puis, tu veux pas forcément tout de suite le mettre dans un truc genre, je sais pas, l'appel de Cthulhu ou je sais pas, Paranoïa. Voilà, tu dis peut-être que d'abord, je vais lui montrer un truc un peu cool, rapide. Peut-être pas lui mettre tout de suite un truc trop compliqué, même, je sais pas, en jeu de plateau, c'est pareil. Je me dis, quelqu'un qui a jamais joué, ben, je vais pas peut-être lui mettre des jeux du genre, je sais pas, bon, j'en ai une tonne, mais il y a vraiment des jeux avec beaucoup, beaucoup de règles dures et des jeux de party game où ça va peut-être passer plus facilement pour lui au début. Donc moi, je sais que je fais vachement attention à ça. Je me dis, selon où il peut aller, oui, ça peut très bien être au tout début juste un jeu d'impro, un loup-garou un peu customisé. Moi, j'ai rendu des loups-garous diplomates, tu vois, à la place d'être des loups-garous, c'était des diplomates. Il y avait des adhérents, des opposants, et t'es quand même un peu dans un jeu de rôle parce que on te donne une carte, on te dit, toi, tu vas jouer ça. Donc, c'est déjà un pied dedans. Je pense qu'il faut être diplomate, en tout cas. On a une question d'Agrippine dans les commentaires. Est-ce que vous avez des systèmes privilégiés? Alors, deux choses. Comme on est en entreprise et qu'il y a des questions de droit, on utilise soit nos systèmes à nous, soit des systèmes libres de droit. Mais c'est compliqué de faire jouer en entreprise à effectivement Donjon Cthulhu Paranoia massivement et avec des trucs qui vont être enregistrés, etc., sans que ça pose à un moment un problème de droit. Vous avez effectivement acquis ce jeu, est-ce que vous avez le droit de l'utiliser comme ça? Il y a un moment où, si, comme je le souhaite, le jeu de rôle en entreprise se généralise, des éditeurs pas cons comme Chaosium pourraient demander à participer à la fourniture du matériel et avoir un partenariat avec le truc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on a préféré ne pas faire ça. En revanche, on donne effectivement une liste de jeux à la fin que les gens peuvent utiliser chez eux pour prolonger l'expérience. Mais c'est du jeu ludique à ce moment-là. Et on n'est pas en capacité de garantir à ce moment-là la qualité professionnelle de l'expérience, sécurité émotionnelle, etc. Du temps que j'étais président de la Fédé, on avait établi une liste, on voulait en établir plusieurs d'ailleurs,
sur les jeux qui reposent sur des émotions, sur les jeux qui reposent sur le dépaysement, sur les jeux qui reposent sur des civilisations, etc. On avait complété que le premier, parce qu'il nous semblait fondamental, qui était la liste des jeux qui favorisent la découverte. Puisqu'on n'avait pas le mot initiation, qui a toujours une connotation un peu ésotérique. Et comme je le disais, tout le monde joue. Et tout le monde joue au jeu de rôle, spontanément, sans le savoir. Monsieur Jourdain qui fait de la prose. Donc initiation, je trouve le terme très con. Mais découvrir le jeu de rôle. D'autant que les gens qui ont fait beaucoup de jeux pas de rôle, beaucoup de jeux de plateau, etc., peuvent être bloqués en jeu de rôle avec des réflexes du style « Ah ouais, mais est-ce que c'est dans les règles? Est-ce que j'ai le droit si c'est pas une compétence qui est écrite sur ma feuille de perso, est-ce que j'ai le droit de le faire ?» Bah oui, tout le monde sait grimper aux arbres. On n'a pas voulu, tu vois, ça a été une compétence athlétisme, il couvre aussi ça. Ah bon, bon. Donc, faut parfois quand même que les gens découvrent un peu ce que c'est que le jeu de rôle. Donc, on avait établi une liste à l'époque des jeux amateurs et professionnels, en s'appuyant essentiellement sur le grog, évidemment, dont on estimait que les mécanismes n'étaient pas contre-intuitifs. Donc, tu arrivais assez vite à trois bouts de trucs de résolution, tu comprenais tout de suite. L'univers n'était pas compliqué à prendre en main. Je pense que Cthulhu, justement, est très facile à prendre en main. Vous êtes des gens normaux confrontés à l'épouvante. Le fait de savoir que les dieux s'appellent Shub-Niggurath, on s'en fout, t'en as pas besoin pour résoudre le scénar. Voilà, donc on avait essayé de décrire comme ça des jeux qui étaient écrits dans un état d'esprit vraiment rôlistique, qui n'étaient pas des jeux de plateau dissimulés, avec des systèmes intuitifs et des univers faciles à appréhender en 2 minutes. Vous êtes des cow-boys, vous êtes des chevaliers, etc. Et c'est con parce qu'il y a plein de jeux géniaux, du coup, que tu peux pas mettre dans ce truc-là. Hurlement, c'est trop high concept. Je sais pas quoi, Stormbringer, le monde est trop compliqué. RuneQuest, que j'adore, c'est pas possible parce que tu mets la nuit à expliquer l'univers. Bon, bref. Donc oui, on a des systèmes privilégiés pour la découverte. On a des systèmes privilégiés en entreprise qui sont plutôt des systèmes pas du commerce. Et la question que tu poses sur répartition des rôles meneur-joueur, en entreprise, comme il faut d'abord que les gens mordent au concept de jeu de rôle, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui explique et quelqu'un à qui on explique. Et ça se confond un peu avec le rôle de meneur-joueur. Mais très vite, notamment ce qu'on avait fait chez Orange, il y a un moment où il faut que les gens soient autonomes. Donc tu formes des meneurs. Et à ce moment-là, toi, tu mènes plus. Tu observes, tu coaches pour t'assurer que les meneurs mènent bien. Exactement, tu passes en facilitation. Et donc les jeux sans meneur, les jeux narratifs, les jeux où tout le monde est un peu meneur, les jeux où le meneur est tournant, etc., c'est l'étape suivante. Quand les gens ont suffisamment intégré les mécanismes du jeu de rôle pour pouvoir commencer à jouer, perturber, pervertir le concept de base. C'est quand tu as un peu fait de gamme que tu commences à faire du jazz, ou alors tu es vachement doué au départ. Moi, je ne suis pas doué au départ. Vanessa, tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Hein. Si, je suis d'accord. Moi, je trouve justement que, si tu veux, j'avais fait justement j'étais en train de faire cette semaine un petit article sur LinkedIn que je n'ai pas fini d'ailleurs, sur un peu le facilitateur versus le maître du jeu. Et je m'étais dit, tiens, il y a plein de points communs, il y a plein de différences. Le facilitateur en termes, animateur d'entreprise, justement, c'est quoi les points communs, c'est quoi les différences? Et je me dis, en fait, bon, bah, il y en a quand même pas mal finalement, des différences. Et il y a quand même de points communs. Il y a des points communs aussi parce que finalement, tu gères le groupe. Il faut que tu arrives à gérer aussi les trolls, les timides, que ça se passe bien. Tu veux quand même que la partie se passe bien dans les deux cas, que les gens quand même passent un bon moment. Que voilà, donc il y a pas mal de choses en commun. Mais je me dis, voilà, d'un côté, le jeu de rôle, c'est pas Top Chef. Voilà, ça, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu. C'est tu peux pas leur faire maintenant, ça y est, 1, 2, 3, pouf, on arrête tout. Alors que moi, en entreprise, j'ai déjà fait ça en simultané. Une facilitation, par exemple, du même atelier. Je sais pas, le facilitateur va avoir un groupe de 10 et il va y en avoir en fait 10 qui vont refaire le même en même temps. Et là, pour le coup, à la minute près, boum, tout le monde arrête et on passe à autre chose. Et là, je me disais, bon, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si tu fais ça en jeu de rôle, je pense que le maître du jeu, moi, la première, hein, je pense que je tombe raide. C'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé une fois, d'ailleurs, que ça s'arrête avant que la personne ait pu. Tout le monde avait parlé sauf une. J'étais trop mal pour elle. Je me suis dit, oh, quelle horreur, quelle expérience du jeu et tout. Et un atelier de facilitation, ben, c'est pas l'acteur studio non plus. Tu vois, c'est pas la cacophonie. Il n'y a pas une liberté comme ça. Sinon, il y a un moment donné, ça va pas aller. Donc, c'est ça, pour moi, vraiment le levier le plus dur. C'est le temps, en fait. C'est sur ça que la durée et sans réduire l'amusement. Mais après, je pense que finalement, il y a ce dont on parlait, pour moi, qui est une essence importante du jeu de rôle, c'est la liberté. Cette liberté, en la scénarisant,
en la rendant un peu conditionnelle, on va dire. En gros, tu as le maître du jeu qui a un grand but pour toi, mais tu restes libre de tes actions, des échanges, des sous-parties. Mais on va dire, tu vas être streamliné quand même habilement, peut-être sans t'en rendre compte, jusqu'à la fin, si c'est bien fait. Maintenant, il y a vraiment la liberté scénarisée, bon, où là, tu peux le remarquer un peu, peut-être, les ficelles. Mais on va dire cette liberté totale que moi, je fais généralement en tant que MJ à mes joueurs, je ne la donne pas en entreprise, en tout cas. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, je me disais, voilà, si les deux fusionnaient, tu vois, facilitateur et maître du jeu, et ben, je me dis effectivement, et ben, tu essayes de tout simplement répondre à cette contrainte quoi, de durée en dénaturant pas le jeu quand même. Donc, c'est possible certainement avec ces libertés un peu conditionnées. On y arrive peut-être un peu comme ça. Enfin, moi, c'est une de mes réponses. En tout cas, c'est comme ça. Mais c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, tes potes, c'est tes potes. Donc, soit tu les connaissais bien avant et c'est pour ça que vous jouez ensemble, soit à force de jouer ensemble, vous allez vous connaître hyper bien. J'ai toujours dit que la meilleure façon de connaître une personne, c'est de jouer au jeu de rôle ou alors de sortir avec. Mais c'est que ça crée finalement le même niveau d'intimité. Alors que là, tu es en entreprise, comme je disais, il ne faut pas se tromper, c'est pas tes potes, c'est des clients. Donc, tu peux feindre l'intimité pour détendre l'atmosphère et tout, mais il faut conserver une certaine distance professionnelle. Tu n'es pas au courant de leurs histoires, ils t'ont pas sollicité pour autre chose, pour t'immiscer dans leur vie. Reste à ta place, quoi. Et eux, ils sont venus jouer, mais ils sont venus jouer dans un but professionnel aussi. Donc, tu peux effectivement pas avoir le même degré de liberté pour toi ou leur laisser le même degré de liberté que tu ferais avec tes potes quand vous jouez à une fin récréative, parce que tu ne pourras pas envisager aussi bien quelles vont être les dérives potentielles. Si tu les laisses commencer à délirer, il y en a un qui peut dire un truc qui va être traumatique pour l'autre. Avec tes joueurs, tu le sais, et tu as mis en place des systèmes de sécurité émotionnelle. Là, tu es dans un cadre professionnel, mais dont tu es en train de changer les codes. Donc, il y en a un qui peut très bien avoir une maladresse ou un compte à régler ou machin, et qui va, au motif qu'on a un peu changé le cadre de l'entreprise, penser qu'on l'a changé beaucoup, se permettre un truc très déplacé, et du coup, c'est ta faute. Donc, faites quand même un peu gaffe, quoi. Et je voulais dire un autre truc et je l'ai oublié, mais c'est pas grave, ça va me revenir. On n'a pas parlé beaucoup du monde RH, recrutement, talent management. Est-ce que vous pensez que le jeu de rôle peut apporter quelque chose pour reboucler un peu avec la question de Marie qui parle effectivement des vertus du JDR pour les RH? Comment apporter un peu le sujet? Nous, chez Blooming Partners, c'est très simple, on ne recrute que par jeu de rôle. Comme on a une proposition de valeur employeur assez marrante, on n'a pas de problème pour recruter en ce moment. En plus, on n'est pas très gros, on va être 20 à la fin de l'année, donc on est vraiment une toute petite boîte. Donc dès qu'on prend une personne, c'est un gros investissement et on y passe le temps qu'il faut. Mais tout le monde dit qu'ils ont du mal à recruter en ce moment, pas nous. Donc les gens nous envoient des CV. Quand on a assez de CV et qu'on pense qu'on va arriver à les nourrir, on les fait tous venir. Donc ils viennent à 8, un truc comme ça. Et on les met dans un assessment center qui est en fait une partie de jeu de rôle, on ne leur a pas dit. Et on voit en fonction de ça les comportements individuels et collectifs. Et sur cette base-là, on se dit, donc pas toute la boîte parce qu'il faut qu'on bosse un peu, mais il y a 3-4 personnes, dont généralement un des fondateurs qui sont là, généralement c'est pour ma gueule. On est là, on regarde et on dit, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Et la seule question qu'on pose à la fin du truc, c'est est-ce que vous avez envie de bosser avec nous? Parce qu'on a participé à la partie aussi, on n'est pas que spectateurs. Je sais qu'il y a des boîtes qui font ça en escape game aussi. Ouais. Et je trouve ça sympa ce que tu dis là, je te coupe juste là-dessus parce qu'en fait, je trouve par rapport à l'escape, je trouve, ça dépend comment tu le fais effectivement, bien sûr, l'escape game, mais je me dis juste que pour moi, il y a cette notion de compétition, quoi. Exactement. Alors que là, effectivement, comme tu dis, il y a quand même une sélection à la fin, mais pour moi, ils pourraient tous s'entraider, enfin, tu n'es pas obligé d'être contre l'autre, tu essaies juste d'être toi-même à ce jeu de rôle, mais tu n'es peut-être pas forcément là pour résoudre quelque chose, tu vois ce que je veux dire, un escape où d'un seul coup, on va te demander, je sais pas, de résoudre une énigme, si toi, d'un seul coup, tu la résous pas, ça se trouve, tu correspond vachement au poste, mais tu as bugué comme un con sur la porte et tu dis, mais je vais avoir l'air trop débile. Enfin, je me dis, peut-être, moi en tout cas, j'aurais plus de stress, tu vois, à faire un escape qu'un jeu de rôle. Même si derrière, le recruteur, il te juge, pareil peut-être, mais peut-être plus sur tes soft skills, tu vois, je sais pas. C'est absolument vrai ce que tu dis. Et c'est la différence fondamentale pour moi entre le jeu de rôle et tous les autres jeux formalisés.
C'est que, ok, en jeu de rôle, on va te dire, bon, il faut aller là-bas, récupérer tel objet, sauver telle princesse, tuer tel méchant, trouver tel trésor, résoudre telle énigme. Mais on s'en fout, en fait. Comme tu le disais avec tes démons à bord de l'avion, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour la partie. La partie, c'est ce que les joueurs vont faire. Si à la fin, enfin, il n'y a que 2 façons de perdre dans un jeu de rôle. Soit tu t'emmerdes, soit à cause de toi, les autres s'emmerdent. Sinon, tu as gagné. Ou ton perso meurt, quoi. Mais non, mais non. Si Mais ton perso meurt. souvent, c'est que tu l'as voulu, normalement. Mais Hein, oui. à part si ton maître du jeu, c'est vraiment une enflure. Normalement, ton perso qui meurt, c'est que tu l'as cherché grave. Parce que tu savais que tu faisais un truc. Alors, ouais. tu l'as pas sacrifié. Tu dis, bon là, à mon avis, j'ai peu de chance de sauver. Non, mais presque. Les enjeux des sont fois, tu as tels des que... joueurs qui aiment bien d'un seul coup. Ils font... Ou alors, ils se prennent aussi, ils se croient... Merci, Xavier. Ils se croient immortels, quoi. Ça peut arriver aussi. Oui, ok, mais ça, bon. Je crois que c'était Jean-Luc Bizien qui disait un personnage qui meurt, c'est un joueur qui apprend. Donc, sous-entendu, ne tuez vos persos que pour en donner une leçon aux joueurs, sinon vous faites plaisir. Il y a une telle asymétrie entre le meneur et les joueurs que si tu veux faire un total party kill, tu peux. Il y a des jeux qui servent à ça, hein, et ça peut être très fun. Non, mais bien sûr. Non, moi je dis c'est pour moi, c'est un échec si mon perso meurt parce que normalement je ne l'ai jamais voulu, donc ça veut dire que le maître du jeu, en fait, ça a trop été une enflure et je ne veux plus jamais jouer avec lui parce qu'il m'a traumatisé. C'est un problème relationnel à ce moment-là. C'est ça. Mais donc, effectivement, tous les jeux, tu as toujours un enjeu. Est-ce qu'on va réussir l'escape game, machin, même s'il est pseudo-collaboratif. Oh oui, c'est toi qui entres dans la pièce et c'est moi qui compte le temps. Oh, vas-y, la clé. Bon, mais c'est pas vrai. Là, en jeu de rôle, on regarde ce qui se passe pendant la partie. Et ceux qui ont fait en sorte que la partie soit le plus marrante pour tous sont ceux qui ont marqué le plus de points. Mais après, on regarde aussi peut-être des compétences, je sais pas quoi, voilà. Bon. Et de toute façon, à moins que quelqu'un ne se soit comporté d'une manière qui nous a déplu, on dit, ce mec, je ne le veux pas dans ma boîte, on les garde en vivier. C'est-à-dire que quand il y aura une place, elle sera pour eux. Donc, ils ne sont peut-être pas pris tout de suite parce qu'ils ne sont pas assez bien classés. Tu les mets au chaud. chaud. Dans les gens qu'on veut garder. Et on les recontacte 4 mois plus tard. Tiens, t'as trouvé du boulot entre-temps. Bon, si tu t'emmerdes dans cette boîte-là, on t'a gardé une place au chaud. Oui. Mais c'est que tu vas privilégier. Donc, toi, si tu veux, en faisant ça veut dire que tu vas quelque part privilégier de toute façon les motivations, les soft skills, certainement, en fait. Oui. Parce que dans notre métier, finalement, mais c'est pareil, hein, c'est comme en jeu de rôle, comme je le disais, un consultant, c'est pas un expert. On s'en fout de savoir ce que vous savez. On va voir comment vous allez vous comporter. Si vous avez les 4 caractéristiques, lucidité, ingéniosité, empathie, courage, vous êtes consultant. Le reste, c'est de l'enseignement, c'est de la formation. On saura vous la donner. Le terrain saura vous la donner. Mais c'est vrai que tu as des choses que tu peux apprendre très rapidement. Moi, ça m'arrive on m'a déjà demandé en entretien les Moving Motivators. Donc ça, c'est un truc d'Agile Management 3.0, mais ça en dit long aussi parce que en fait, tu mets en premier, tu as des cartes et tu dis, voilà, est-ce que tu mets honneur en premier? Est-ce que tu mets réussite en premier? Donc tu dis, bon, si je mets par exemple, je ne sais pas, réussite ou pouvoir dans une start-up, c'est peut-être pas fou, peut-être qu'il vaut mieux mettre curieux, liberté. Mais si tu joues vraiment, n'empêche que tu peux en apprendre quand même un peu comme ça. Et moi, de temps en temps, du coup, j'utilisais pour des ateliers UX, j'utilise Donjons et Dragons, les types Donjons et Dragons. Et là, tu as l'explorateur, tu vois, là, tu as tu as plusieurs types comme ça à choisir, tu sais, l'aventurier. Et en fait, ça en dit long aussi. Je me dis, tu vois, si tu es la personne qui, je sais pas, prend le rôle qui, en fait, est là pour, dans un jeu, qu'est-ce que tu aimes, en fait, tu vois? Est-ce que tu aimes buter tout le monde? Est-ce que tu aimes cliquer partout? Est-ce que tu aimes voyager partout? Est-ce que tu aimes sauver la princesse? En fait, c'est quoi ta motivation, tu vois? Et c'est le management par les appétences. C'est vachement important dans le bien-être au travail. Et je trouve que c'est rigolo, selon les cartes qu'ils choisissent, tu fais « ah oui, quand même ». Et c'est marrant ce que tu dis, parce que à la Société Générale, qui s'était dotée d'une direction de la data, comme beaucoup de grandes entreprises. Mais évidemment, toutes ces néo-directions n'ont pas vraiment de feuille de route claire, pas vraiment de budget clair, pas vraiment d'équipe claire, etc. Et on avait bossé avec eux et on s'était dit, putain, il faut qu'on leur décrive des archétypes professionnels qu'ils peuvent incarner. Et on était parti de classe de perso, effectivement. Oui, voilà. Ça, moi, j'adore. Mais la personne, elle peut répondre assez honnêtement. Tu te rends compte que ça la détache un peu.
Et ça se trouve, elle va prendre le truc beaucoup plus facilement comme ça, en fait, parce que voilà, ça te décrit de manière un peu rapide, imaginaire. Comme tu le disais, tous les espèces de tests un peu gamifiés, etc., sont souvent assez faciles à hacker pour des gens comme nous qui avons bouffé des systèmes de jeu dans tous les sens. Tu vois très bien où les mecs veulent t'amener. Donc, soit tu réponds en disant j'ai envie de donner telle image et tu sais à peu près ce qu'il faut cocher, Oui, soit tu le fais honnêtement aussi parce que tu vas peut-être apprendre des trucs sur toi-même. Et là, c'est. Bah, c'est ça, tu n'arrives pas forcément avec l'envie de bluffer, quoi. C'est ça, mais moi, je n'ai pas forcément envie. Mais je me dis, ça serait possible. Si je voulais. Tiens, toi, je vais mettre les cartes dans ce sens-là. Bon, pour toi, je vais jouer le troll parce que je sais que tu veux quelqu'un de disruptant. On a eu plein de questions. Oui, c'est moi qui les ai posées pour des gens qui ne sont pas sur ce Zoom-là, mais qui m'avaient demandé de les poser pour eux. Un JDR peut-il totalement remplacer des séances classiques de recrutement? Oui et non. Chez nous, oui, mais c'est parce qu'on a la capacité d'interpréter ce qui va se passer dans une séance de recrutement rôlisée. Si tu plaques ça sur une entreprise qui n'a pas une culture rôliste assez forte, les gens ne vont pas y arriver. Et donc, ça va pas leur. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas assez bons pour, c'est que c'est pas adapté, c'est tout. Il faut que ce soit adapté à la culture de ta boîte. Comment on fait pour savoir si c'est adapté à la culture de sa boîte? Nous, on fait de la mesure de culture d'entreprise avant de leur proposer de mettre en œuvre des trucs. Et on a en l'occurrence une approche très anthropologique et très mythologique de la culture d'entreprise. En discutant avec les gens, on est capable de dire, alors dans votre boîte, on considère votre boîte comme une tribu bizarre reculée sur une île, et on est capable de dire, chez vous, la figure du héros, c'est ça. Les tabous, c'est ça. Le mythe fondateur, c'est ça. La crainte eschatologique, c'est ça, etc. etc. Donc, on leur décrit leur entreprise comme étant une tribu avec une mythologie. On a foutu du RuneQuest dans tous les sens, c'est assez fun. Et du coup, on est capable de dire, ouais, ça, c'est quelque chose qui est peut-être vachement bien dans l'absolu, vachement agile, vachement tout ça, mais qui ne prendra pas chez vous. Donc, ça ne sert à rien qu'on vous le propose. Même si les mecs nous le demandent. Ah ouais, il faudrait que vous nous mettiez en place du design thinking. Ce n'est pas votre culture. Et c'est pas, vous n'êtes pas mûr. Un jour, vous n'êtes pas assez bon, petit scarabée. C'est pas vous. Et vous arrivez à faire du profilage comme ça grâce au jeu de rôle ou parce que vous avez des compétences annexes qui viennent en complément? On a aussi 25 ans de conseil en management dans les pattes, donc ça aide un peu. Mais comme on le disait tout à l'heure, je ne fais pas tant de distinctions que ça. Le jeu de rôle est un loisir essentiellement modélisant. Quand on fait un business model canvas pour une entreprise, c'est aussi modélisant. Quelque part, c'est la feuille de perso de l'entreprise, où on dit quels sont vos segments de clientèle, quelle est votre proposition de valeur. Ouais, d'accord, quelle est ta classe, quel est ton niveau, quelles sont tes compétences, quel dieu tu vénères, quel est ton pouvoir magique. C'est quoi la différence? L'approche est la même, l'approche modélisante est la même. Comment je peux, avec peu de concepts, parce qu'il faut qu'on arrive à les avoir en tête en même temps, modéliser un truc aussi complexe qu'un être humain? Alors, on peut faire des feuilles de perso à la Rollmaster en 20 pages, ou on peut faire des feuilles de perso plus simples, où en une demi-page, on a tout. Et pour une entreprise, c'est pareil, on peut avoir un business plan épais comme ça, ou on peut le résumer en notre proposition de valeur, notre modèle, notre stratégie, one page. C'est ce qu'on appelle l'integrated reporting. Est-ce que le jeu de rôle en management est systématiquement inclusif et ouvert à la neurodiversité? Alors, malheureusement, ni le jeu de rôle traditionnel, ni le monde de l'entreprise ne sont très ouverts aux gens neuroatypiques, ce qui est une immense connerie dans la mesure où les gens neuroatypiques ont énormément à apporter aux parties de jeu de rôle. Pour en avoir fait avec des gens comme ça, c'était assez formidable. Et ils ont beaucoup à apporter en entreprise aussi. Il faut juste que l'environnement soit un peu plus accueillant pour eux. Voilà. Nous, on a des gens un peu dans le spectre chez Blooming et qui bossent avec nous et on est très content de les avoir. Après, faut pas non plus croire que j'ouvre la porte et je leur dis vous avez qu'à venir, ça va forcément bien se passer. Il faut qu'il y ait des gens qui s'y connaissent, qui à un moment vont faire un peu coach pour leur permettre de travailler ensemble. Vanessa, tu as peut-être un avis très différent, mais je pense que le sujet est vachement sérieux. Oui, non, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est parce que j'étais perdue dans les questions. Oui, il y en a plein, elles sont vachement intéressantes en plus. Là, c'était peut-il remplacer les séances de recrutement? Et maintenant, est-ce que ça s'adapte à tous les profils psychologiques? Je regardais celle de... Ouais, tout à fait. Moi, je trouve qu'effectivement, ça peut remplacer totalement
une séance classique de recrutement, effectivement, à partir du moment où tu sais où tu mets les pieds et que de toute manière, rien n'empêche dans ton jeu de rôle de mettre ta séance classique de recrutement, en fait. C'est juste que tu vas voilà, tu vas changer un cadre, mais tu peux avoir tous les éléments que tu remets, en fait, dedans. À partir du moment où, comme disait Thomas, tu sais tirer quelque chose des résultats, de ce qui se passe. Sinon, effectivement, bon, tu vas être un peu paumé. Après, je voyais, oui, quelles sont les principales qualités d'un bon MJ animateur dans une entreprise. Moi, je pense que ça, vraiment, le plus important, c'est la bienveillance et que voilà, vraiment l'envie que ça se passe bien. Comme un bon maître du jeu, finalement, dans la réalité. Et quelqu'un voilà, qui te laisse t'exprimer, qui, pour représenter bien le jeu de rôle, justement, est super open à tous les profils, à tout, il peut tout entendre, presque, genre liberté d'expression quasi totale et d'action presque, hein, puisque ça reste dans l'imaginaire. Et du coup, je pense que vraiment, une des qualités indispensables, c'est ça. Et comment faire sûrement pour... l'imagination, l'improvisation, certainement aussi, parce que bon, sinon tes joueurs vont te piéger, même s'ils sont débutants, il y en a un, il va te faire mal. Et comment faire pour inclure des joueurs ou des joueuses qui sont très passifs ou qui n'arrivent pas du tout à se mettre, qui sont très mal à l'aise, qui n'arrivent pas à se mettre, mais qui ont envie de jouer, mais qui n'y arrivent pas trop? Comment vous faites en entreprise pour les inclure? Alors, on essaie de les identifier au départ et de leur donner un perso adapté. Ouais. Ou bien, si on ne l'a pas identifié au départ et qu'ils n'ont pas un perso adapté, on va les mettre dans des situations adaptées. Un truc qui marche bien, c'est de leur donner des responsabilités. On leur donne un personnage plus expérimenté que les autres, plus en position de mentor, qui donc est en position de poser des questions au meneur parce que son perso est censé avoir la réponse, ou bien nous, on va lui pusher de l'information. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est mettre un joueur très expérimenté, déjà rôliste identifié comme tel, comme étant son disciple, qui va lui poser des questions, qui va le mettre en valeur en disant « Ah, cher maître, que me conseillez-vous de faire ?» Donc là, il panique un peu et tu peux faire la psychologie inverse. Est-ce que vous pensez que je devrais faire ça? Une grosse connerie. Et donc le mec va dire évidemment, bah non, c'est con, on fait pas ça. Ah, merci, grâce à vous, j'ai compris que. Et t'es tout le temps en train de valoriser tout ce qu'il fait. Moi, j'en ai déjà mis une qui répondait que par écrit, qui envoyait des lettres. Elle envoyait des lettres. Elle m'a dit, moi, je veux pas m'exprimer devant les gens et tout. J'ai dit, OK, est-ce que tu aimes bien écrire et tout? Elle m'a dit, OK. J'ai dit, bon, bah, toi, tu es le journaliste. Tu es la journaliste du groupe. Bon, tu peux être le reporter photo. Enfin, tant pis, il faut trouver un rôle où je me dis, ça va pas mettre la personne mal à l'aise. Et ça, c'est super important. Justement, ça rentre dans la case bienveillance de dire, on veut surtout pas te coller à un rôle que tu veux pas jouer. Moi, il y a des fois, maintenant j'ai moins de problèmes avec ça, justement, je peux jouer des méchants et tout. Mais t'en as, ils vont d'ailleurs avoir du mal à jouer des gentils, ça arrive aussi, ou avoir beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans dans un personnage méchant, entre guillemets. Du coup, je pense qu'il faut respecter ça, même si ça paraît un peu manichéen et puéril comme ça, mais mine de rien, si tu dis, voilà, aujourd'hui, on va tous braquer une banque, il y en a, ils se disent, bah non, moi, je veux pas braquer de banque, bah moi, j'appelle la police. Du coup, bon, ok, c'est foutu. Mais je me dis, voilà, il faut vraiment respecter, je pense que c'est très important de respecter ce que la personne veut faire, pas faire. Et j'ai aussi placé des joueurs, en l'occurrence PNJ. Entre guillemets. Et du coup, c'est plus des PNJ vu que c'est des vrais joueurs. Mais en fait, ils ont quand même des rôles de PNJ, c'est-à-dire que tu leur as dit, bah toi, tu es la bibliothécaire. Voilà. Ou toi, bah, tu as la boulangerie. Et en fait, tu es presque un peu dans un GN là où en fait, tu es un PNJ. Et du coup, des fois, ils sont trop contents parce qu'ils ont géré, je sais pas, ils ont fait le tavernier, ils ont vu tout le monde passer, faire des trucs trop bizarres, raconter des trucs, mais eux, ils servaient des bières, de l'hydromel. Et ça peut moins les gêner, en fait. Le coup de l'expression écrite, ça marche bien. J'avais un pote qui avait fait ça une fois. Il avait un personnage qui avait fait vœu de silence. Donc, il avait une petite ardoise et il écrivait sur son ardoise. Mais donc, il pouvait écrire que des trucs en 4-5 mots, quoi. Donc là, tu fais pareil avec des post-it ou un truc comme ça. En mode film muet. Et en plus, ça rendait une intensité à la partie parce que il faisait ça, il commençait à écrire, tout le monde était là, il sortait son truc, ça donnait, tout le monde était focalisé sur lui à ce moment-là. Oui, c'est donc justement, ça les mettait vachement en valeur. Des gens un peu timides, ça les mettait vachement en valeur. C'est ça, il faut faire attention à ça beaucoup, je pense. Et là, j'ai un prof de ma fille en 4e. D'un seul coup, elle aime l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai vu le prof. En fait, je me suis dit, lui, c'est un rôliste. Bon. Et en fait, les premiers cours,
C'était justement pour jouer des commerçants du 18e, vous allez décrire vos villes chacun. Donc ma fille, elle est tombée sur Toulouse ou je sais plus. Et hop, elle devait envoyer une lettre à quelqu'un d'autre de sa classe en lui disant, voilà, cher négociant, cher commerçant, venez dans ma ville, je vais vous dire pourquoi, vous devez venir, etc. Mais je me suis dit, mais c'est génial. C'est-à-dire que du coup, elle va s'en rappeler. Parce que là, elle joue le commerçant de tel siècle qui écrit la lettre. Rien à voir avec avant, un truc hyper descendant où on te lit le bouquin, tu te dis, mais pourquoi ils vont à l'école pour que ça soit un livre audio à la fin, le truc. C'est bon, on te reste chez toi, tu vois, limite. Enfin, moi, je comprends qu'on puisse trouver ça chiant, franchement, hein, parce que là, on se dit, on ne fait pas jouer les adultes, mais moi, je trouve qu'on ne fait même pas jouer les enfants. Putain. Donc, si tu veux, avant d'arriver aux adultes en France, on n'est quand même pas au Québec ou au Danemark, là. Hein. Donc, du coup, c'est super dur à convaincre. Je vois, alors que même pour nos enfants, on nous dit, bah non, il faut presque que nos enfants, ils jouent pas non plus. Alors ça, c'est la meilleure. Donc, tu vois, comment tu fais pour qu'un adulte y joue si déjà ton gamin, on te dit, oh, bah non, faut pas qu'il joue, mais elle a 13 ans. Quand est-ce que tu vas jouer alors, gars? Tu vois? Et là, je vois, bah, du coup, Ah depuis non, elle qu'elle est a grande cette maintenant, il faut qu'elle prof-là, arrête de bah, jouer quand voilà, même. faut arrêter de jouer là, il est temps. Ah bah mince, ouais, mais ma mère à 45, elle est toujours pas sortie du truc, comment on fait alors? Et je vois là, bah, du coup, évidemment, ce prof, tout le monde l'adore. Et régulièrement, ils font des jeux de rôle, voilà, où toi, tu vas incarner tel personnage. Comment tu vas réagir à ça à cette époque-là? Bon, mais c'est génial, je trouve. Et des fois, il y a quelques décors, enfin, c'est super. Et franchement, ils vont s'en rappeler beaucoup plus. C'est l'engagement, l'immersion, ça marche tout le temps, quoi. Je me souviens, sur une convention, il y avait des gens qui étaient archéologues avec qui on avait discuté et qui avaient dit, mais parfois, quand on est face à une situation où on ne sait pas comment les gens faisaient à l'époque, on trouve des trucs dans une tombe, on ne comprend pas pourquoi il y a ça, etc. On passe en mode jeu de rôle et on essaie de reconstituer la situation pour voir si l'un d'entre nous ne trouve pas pourquoi il est naturel que ce truc-là soit là, quoi. Donc, je suis pas sûr que ce soit une technique homologuée, je suis pas sûr qu'elle soit répandue, mais il y a au moins des gens qui font comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et donc, pour conclure, c'est quoi les qualités d'un bon meneur? C'est les qualités d'un bon meneur en entreprise, chez toi, dans l'absolu. Un bon meneur, c'est pas quelqu'un qui connaît les règles par cœur. Ça, c'est un bon ordinateur. C'est pas quelqu'un qui est un super saltimbanque, qui va être immersif ou je sais pas quoi. Ça, c'est un moyen. C'est quelqu'un qui fait que la partie va être agréable et mémorable pour tous. Cette responsabilité étant partagée avec les autres joueurs, d'ailleurs. Mais le meneur de jeu, c'est d'où ce sur quoi insiste Vanessa à juste titre, la bienveillance. Tu es là, a fortiori en entreprise, c'est aussi vrai avec tes potes, mais tes potes, ils t'ont choisi. Là, l'entreprise t'a choisi, mais les mecs autour de la table t'ont pas individuellement coopté. Donc, tu as une responsabilité qu'ils en sortent tous en disant « Waouh, merci ». Et je m'en souviendrai. Un des trucs qu'on avait dit, toujours dans nos trucs un peu conceptuels, une activité, parce que les clients nous interrogent beaucoup sur merde, il est 49. Les clients nous interrogent beaucoup sur ah ouais, mais les serious games finalement, alors c'est quoi la partie de serious, la partie de game? Nous on a dit c'est très simple. Ce qui fait, d'après les recherches en sciences humaines, ce qui fait qu'une activité est ludique, c'est 4 critères. Un, c'est une activité désintéressée. Si tu es là pour apprendre, pour être promu, pour passer un grade, si tu es là pour, c'est pas un jeu, c'est intéressé. Si tu joues, tu es là pour jouer. Les enfants, ils jouent pour jouer. Deuxième chose, c'est collectif. Si tu joues tout seul, si tu te racontes des histoires, tu es dans l'imaginaire, c'est super bien, mais ce n'est pas un jeu parce qu'il n'y a pas d'interaction et à aucun moment tu ne peux être surpris par quelque chose qui est hors de tes schémas de pensée traditionnels. La seule fois où ça t'arrive, c'est quand tu rêves. Parfois, dans un rêve, il t'arrive un truc que tu n'avais pas prévu parce que des morceaux de ton cerveau se jouent des tours les uns aux autres. Mais là, quand tu es tout seul à jouer consciemment, tu ne peux pas te surprendre toi-même. Donc, un jeu, c'est désintéressé. Un jeu, c'est collectif. Troisièmement, un jeu, c'est expérientiel. Dans un jeu, tu éprouves quelque chose. Si tu es uniquement en train de calculer, uniquement cérébral, uniquement machin, t'es un ordinateur qui joue aux échecs ou au Go, mais t'es pas un humain qui a une expérience ludique. Et si ces 3 conditions sont réunies, alors c'est les conditions préalables à la 4e et dernière caractéristique, qui est un jeu, c'est gratifiant. Un jeu, tu en sors avec avoir le sentiment d'avoir gagné, appris, progressé, reçu quelque chose de toi-même, des autres, être éclairé sur toi-même, etc. Un meneur de jeu est garant de ces 4 caractéristiques tout au long de la partie et il partage cette responsabilité avec l'ensemble des autres joueurs. Voilà. Après, une des qualités, mais alors je dirais que ce n'est pas une qualité, c'est carrément nécessaire, c'est qu'ils connaissent extrêmement bien le monde dans lequel il amène les gens. Et c'est ça le truc vraiment en plus aussi par rapport au facilitateur. On va dire, le facilitateur, souvent, il doit connaître les règles d'un jeu. Et puis voilà, là, il faut vraiment
il faut vraiment que la personne soit à l'aise avec le monde, comme tu disais aussi au début. Si d'un seul coup, tu vois, on essaye de le rendre un peu scalable, c'est-à-dire que tout le monde, effectivement, y arrive. Mais il y a un moment donné, si toi, ton univers, c'est Harry Potter, bah là, le MJ, il est mal parce qu'en fait, le monde est énorme avec des détails de malade. C'est comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Tu vas tomber sur des joueurs qui connaissent mieux Et oui, l'univers que toi. Et là, tu es vraiment dans la merde. Et du coup, je pense que pour éviter ça, il faut vraiment connaître à fond ton monde. Donc pour ça, Diane et moi, d'ailleurs, on a une réponse assez radicale. C'est que c'est notre monde inventé. On l'a créé. Donc comme ça, pan. Non, ça je l'ai fait. Donc si tu veux le petit bleu, je sais qu'il est comme ça, hein, voilà. Donc ça c'est ton monde, voilà, c'est fini, merci, au revoir. Ou sinon tu prends effectivement des mondes un peu simples, mais trafiqués. Moi, si je prends Donjons et Dragons, je dis pas que c'est Donjons, mais en fait c'est un monde médiéval fantastique. J'ai oui, le c'est droit de ça. prendre un elfe, j'ai le droit de prendre un orc. Et je vais prendre un système soit de dés très très simple, soit carrément sans dés. Et merci, au revoir. Mais je me dis, Et à parce nouveau, que je vois les maîtrise ce gamins. monde-là. À quoi ils jouent, les Bon, gamins? Ils jouent aux pirates, ils jouent aux voilà. cow-boys, ils jouent aux chevaliers. Et ils Mais jouent... si tu Enfin, maîtrises Final Fantasy, rien ne t'empêche de. Parce que tu vas toujours maîtriser un monde. Tu te dis, c'est pas grave, je sais pas, le gars, il a kiffé, il a jamais été maître du jeu. Mais il a kiffé Dune, il connaît bien le monde, pourquoi pas, il pourrait mener dans Dune. Ou tu dis, évidemment. voilà, moi, j'ai adoré tel univers, telle série, et ben je vais mener dans ce monde-là, en fait. Faut aller dans des trucs que tu connais, sinon. Alors, je vois qu'il est 52, il faut absolument que je ferme la salle à 55. Ah oui. Vous avez 60 secondes chacun pour le mot de la fin. Eh bien, Eh ben vas-y, je t'en prie. le monde est entré en 2008 dans une phase d'évolution de civilisation où les fondamentaux de ce qu'est une société, ce qu'est une religion, ce qu'est une entreprise, ce qu'est l'argent, ce qu'est le succès, etc., sont en train d'être complètement réinventés. Il nous faudra encore 10-15 ans pour arriver au bout de cette réinvention. Moi, à mon humble niveau, j'utilise le jeu de rôle pour faire cette réinvention en entreprise. Le jeu de rôle, c'est le bien. Jouer au jeu de rôle, jouer en entreprise. Merci. Vanessa? Eh ben oui, bah, tout pareil. Non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que bah, voilà, il faut finalement promouvoir le jeu de rôle, en fait, quelque part, un peu vers l'infini et l'au-delà. C'est le côté pourquoi s'arrêter à notre petit milieu associatif, bah, pourquoi on ne va pas pousser les portes et puis essayer de contaminer le monde, en fait. Exactement. C'est ça l'idée. D'essayer d'élargir, moi je trouve, pour finalement évangéliser les bienfaits du jeu de rôle. Exactement. Ben, merci beaucoup Thomas et Vanessa. Encore mille excuses pour le couac du lien, du bug, du machin. Ceci étant dit, je vais copier tous vos liens, enfin tous les liens que vous avez donnés le long de la conversation sur le salon Discord. C'est le dernier lien de la conversation. Ah, Là, c'est trop Discord qui bien. finit Tu par l'as déjà RK. fait, c'est ça? Ouais, j'ai copié-collé les liens. Donc, si Merci. vous voulez aller en mettre d'autres, je sais que Thomas, tu avais des trucs à partager. Tu peux aller sur ce fameux lien Discord là qui finit par RK et déposer les différents éléments que tu voulais. N'oubliez pas aussi de faire des dons ou d'en parler autour de vous si vous ne pouvez pas donner. Ça fait toujours plaisir de voir que les différents intervenants partagent le lien du Roll20, invitent aux conférences, etc. C'est important pour nous parce que c'est grâce à ça qu'on existe et qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous permet aussi de communiquer sur la nécessité des patients hospitalisés d'avoir des fonds pour mobiliser et former, ça coûte très cher de former des équipes ludiques en milieu hospitalier. Ça demande des formations qui prennent plusieurs mois, c'est long, c'est coûteux. Ils appellent des pros pour les former parce que c'est des domaines spécifiques de compétences. N'importe qui ne peut pas aller faire jouer les patients malades à l'hôpital. Et donc, voilà, sensibilisation sur ça. N'hésitez pas donc à parler autour de vous de ça. Et puis encore merci de votre venue. N'hésitez pas à assister aussi aux autres conférences, à jouer aux parties de jeux de rôle. Il y a plein de programmations jusqu'à dimanche. Et la loterie, la boutique, enfin voilà, faites-vous plaisir, communiquez, j'allais dire, à tout le monde. Merci de ton Allez, invitation, bisous, Diane. à bientôt, merci à vous d'être venus. Salut Thomas. Merci à Salut, tous, à portez-vous bientôt. bien. Au revoir Bye. Xavier, Marie, Agrippine, Victoria. Au plaisir Bye. en tout cas de vous croiser.